50 milliards de dollars a été transféré de l'Europe vers l'Afrique en 2023. 50 milliards du coup 50 milliards, mon frère. Pour moi, si mon enfant développe son amour pour l'apprentissage et qu'il arrive vraiment demain à se développer des compétences, des connaissances, des certitudes. S'il y a 10 ans, il me dit « Papa, je veux plus aller à l'école », je lui dis « D'accord, mon fils, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Franchement, j'ai toujours eu ce que je voulais, tu vois. Je me suis toujours donné les moyens. Je pense que le bonheur est dans le fait d'avoir à prendre conscience que tu es en train de vivre là, que tu respires, tu vois. Le jour où j'ai failli mourir, j'ai compris que j'avais qu'une vie et que peu importe ce que je veux d'un point de vue matériel, il faut savourer ce que tu as maintenant. Un jour, il y avait un mec qui m'avait dit « Ouais, mais comment t'expliques que voilà, tu as réussi à avoir le parcours que tu as ?» C'est parce que moi, j'ai toujours été dans l'idée de me dire que j'ai pas le choix. J'étais super content, tu vois, de faire ce stage avec mon père, de le voir dans son cadre de travail. Il avait un poste plus ou moins responsable et tout. Mais la vérité, c'est qu'une fois que j'ai vu mon père sous l'autorité d'une autre personne, il y a un truc dans ma tête que j'ai pas accepté, tu vois. Voir cette personne charismatique à la maison, fort et tout, devoir obéir à quelqu'un qui paye pas de mine, qui limite manque de respect. Ken, oui, so. Ah d'accord, donc même malade, tu envoies. Ah mon gars, il faut, c'est important. Tu envoies. La maladie, ça doit pas être une excuse, tu vois. Ça, j'ai compris ça le jour. Talk non, gars, je suis obligé d'envoyer. Je suis obligé de te checker pour ça, frérot. Ah, là, tu peux pas savoir comment je suis. Tu sais ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois quand on a tourné, j'ai dit ah gars, quand je t'entends, moi aussi un jour, et je me suis dit non mais quand même il faut que j'envoie un peu de miel aussi un peu dans ce micro. Je suis d'accord. Depuis le nombre d'années que tu dis t'es chanté, hein, j'attendais. Il n'y a même pas une note qui est sortie, même pas une seule note. On a fini ça aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Can We Talk, votre podcast hebdomadaire que l'on sort tous les dimanches à 11h. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'invités, nous sommes vos deux invités préférés au final. Les hosts. Yeah, les deux co-hosts de Can We Talk, donc Loïc Montlouis et Tracy Enzo. Au-delà d'être les co-hosts de Can We Talk, nous sommes également les cofondateurs de la Nekao School. Nekao. Inutile de vous représenter la Nekao School, je pense que vous savez très bien ce que c'est. Ceci dit, si parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas, bah aujourd'hui, sache que si tu n'as pas de stratégie d'investissement, si tu ne sais pas comment fonctionne le monde de la finance, de la crypto, de l'immobilier, si tu ne sais pas comment gérer ton argent, comment sortir du découvert, nous avons créé une solution pour ça. Ça s'appelle la Nekao School. Donc, tu peux prendre ton rendez-vous. C'est gratuit. Et même toi, qui fais partie de la Nekao School aujourd'hui, bah, on t'encourage à parler de toi, de la Nekao School autour de toi, du moins, excuse-moi. Tout simplement parce qu'on a une mission. Notre mission, c'est de pouvoir initier 1 million d'afro-descendants aux notions... c'est de pouvoir initier 1 million d'afro-descendants aux notions d'investissement, donc de pouvoir avoir une stratégie d'investissement. Et nous, on est à fond, hein. On est sur les starting blocks et on tape le sprint pour pouvoir atteindre ce million de personnes. Mais il est évident qu'on n'y arrivera pas sans vous, nos porte-drapeaux, qui faites partie de cette aventure, qui ont pu bénéficier de nos connaissances. Donc voilà, on compte sur vous pour en parler au maximum et pour pouvoir nous accompagner dans cette belle aventure. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo à l'avance. Vous qui nous suivez depuis le début, n'oubliez pas de nous suivre, de suivre notre page, ainsi que de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ouais, il y a les réseaux sociaux, il y a le stream aussi, tu vois, vu qu'on est en audio sur toutes les plateformes c'est clair. Qui existent. Mettez des étoiles, les gars, mettez des likes, c'est superbement important. Et c'est... En fait, quand on a créé ce média, l'idée, c'était de créer une plateforme au travers de laquelle les personnes issues de notre communauté puissent s'exprimer, mettre en avant leur savoir-faire, leur expertise. Et peut-être que toi, là, qui nous suis, qui nous regarde, c'est toi qui seras à côté de nous demain, tu vois. Je sais pas, tu voudras peut-être lancer un business, je sais pas, moi, quel qu'il soit. C'est vrai. L'idée, c'est qu'on puisse te soutenir, t'accompagner au travers du travail que nous faisons sur la création et la mise en place de ce média pour créer une plateforme pour tout le monde. C'est ça. C'est déjà arrivé d'ailleurs. On a déjà accueilli des membres de la Nekao School ici. Donc voilà, ce podcast est votre podcast, les amis. Let's go! Comment tu vas, frérot? Ça va. Écoute, je disais en introduction que le bro est un peu malade. Moi, c'était le cas la semaine dernière. J'ai eu, semaine dernière, 10 jours là. Voilà, mec, donc vous avez compris pourquoi je suis malade. C'est exactement pour ça. C'était vraiment compliqué.
Et j'étais même un peu énervé parce que c'est quelque chose que j'évite énormément. Et surtout, tu sais, dans ces périodes-là. Parce qu'on sait que, bah, tu sais, tu connais le fameux adage, tu vois, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Tu vois. Eh ben, moi, je fais toujours attention. Toujours attention. Même là, tu vois, c'est parce que vous êtes c'est derrière les caméras, tu vois, j'ai toujours mon écharpe et tout. Et là, j'ai pas compris comment ça m'a attrapé, tu vois. Non, Et, mais il y a un truc spécial. En fait, cette période-là, elle est traite parce qu'il commence à faire beau et il y a toujours un petit moment où tu sors avec une petite veste, tu vois. Ou alors, tu vas chercher ton courrier avec des claquettes. Ou alors, tu vois, tu te mets en t-shirt parce que t'as chaud et tu transpires parce que tu fais du sport. Et ça pardonne pas. Le piège. Ça pardonne pas. Donc moi aussi, je suis tombé dedans, mais sinon, grâce à Dieu, ça va. Toi, j'ai cru comprendre que tu avais transmis aussi un peu à la famille. Oui, non, faut être généreux. Faut partager. Faut être... faut partager. Faut être généreux, il n'y a pas de raison. Voilà, on a été éduqués avec des valeurs. Et je pense que c'est important de pouvoir les honorer. Valeur du partage. On va avoir pas mal d'échanges aujourd'hui au travers de différents sujets, différentes thématiques. Oui, monsieur. Tu as préparé tes petites questions. Toujours, que tu tout vois est que bien j'ai annoté. fait Moi aussi, j'ai attaqué ça. Est-ce que tu veux attaquer? J'attaque. Vas-y, je te laisse l'honneur aujourd'hui. Bah, peut-être que d'ailleurs, ça fait partie des sujets que tu avais annotés. Mais j'aurais bien voulu qu'on commence par ça. Je suis content d'introduire la chose. Peut-être que c'était ton premier sujet aussi. C'est que là, on subit sur les réseaux sociaux une offensive chinoise sur les coulisses de fabrication des marques dites de luxe. Yes. Et il y a tout un contexte autour de ça. Je ne sais pas si tu as vu certaines de ces vidéos, mais elles ont plusieurs millions de vues. Parce qu'en en fait, on a affaire en fait, à des Chinois qui sont à la tête d'usines et ils sont dans l'idée d'avoir à partager les secrets dits de fabrication de chacun des produits qu'ils sont amenés à fabriquer, tu vois. Et moi, j'ai été sur TikTok, je suis tombé sur pas mal de ces vidéos. Et déjà, le contexte qui oppose les États-Unis à la Chine de par cette histoire-là de droits de douane, qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as pensé aussi? Je sais pas si t'as vu les vidéos, mais du coup, des révélations, parce que pour le coup, on savait, tu vois. C'est ça qui est... Vas-y, ouais, je t'en prie. Cette histoire de la Chine là, qui dit ouvertement que, par exemple, vos produits de luxe et tout sont en vrai faits chez nous. En fait, je trouve ça très surprenant de voir à quel point les gens sont surpris. Enfin, ça se sait, ça, non? En fait, c'est pas tant que... Enfin, je pense pas que les gens soient surpris du fait que ce soit fabriqué en Chine. Je crois que ce qui choque les gens, c'est les multiples, en fait. C'est la marge que se font les marques sur les prix de base dits de fabrication. Même ça me surprend. Pourquoi les gens sont surpris de ça? Ça faisait scandale, ça, il y a 10 ans, peut-être même 20 ans, avec les usines Nike, où on t'expliquait que tu as des petits-enfants qui construisaient des chaussures qui valaient quelques centimes et qui étaient vendues des centaines de dollars. En fait, je comprends pas. Je te jure, je comprends pas. Moi, je crois que... tu sais, l'industrie du luxe, ça fait des décennies qu'elle perdure. Et je pense que les gens, ils oublient avec le temps. Et je pense que il y a une telle représentation. Parce que moi, c'est pas tant sur ça que ça m'a surpris. Parce que je peux comprendre que ça choque. Tu vois, je sais pas, j'ai vu l'exemple d'un mec qui prenait les étapes de fabrication d'une claquette Gucci. Et visiblement, de ce qu'il disait, donc il est fabricant, hein, la claquette en coût de production, ça revenait à 0,70 centimes. Or, la claquette, elle, est vendue quasiment 400 €, 380 €, tu vois. Et donc, c'est des multiples tels que, tu vois, les gens se disent, mais comment je peux me faire avoir comme ça, tu vois. Mais moi c'est pas tant sur ça que ça m'a surpris, mais je te laisse quand même dire ce que tu en penses. Moi, je me dis, tu vois, vraiment, je me pose pas cette question-là pour rien, tu vois. Je me dis, si cette chose-là est mise en avant aujourd'hui, c'est que c'est la mentalité des gens qui a changé. En vrai, ça, on le sait depuis toujours que le coût de production en Chine est moins cher. Sauf qu'avant, là où on allait te juger quand tu allais commander ton truc sur AliExpress ou quand tu allais t'habiller directement avec du dit fake, alors qu'effectivement, on savait tout ce que ça sortait des mêmes usines, aujourd'hui, ça devient acceptable. Tu as de plus en plus de mecs qui disent... J'ai les mêmes vêtements, je les ai pas achetés là, je les ai achetés là, ça coûte moins cher. Ça aussi. Et alors, exact. C'est la mentalité des gens qui a changé. En fait, en tout cas, sur ce point-là, oui, ça a changé parce que du coup, finalement, c'est avéré en fait
que Et les tout Chinois, est fabriqué. ils communiquent à fond sur ça Ouais. parce qu'ils savent que les gens sont de plus en plus dans la galère. Hmm. On a de moins en moins de pouvoir d'achat. Ouais. Donc forcément, ça nous arrange d'acheter des choses moins chères et on est sensibilisé sur le fait que, et alors, là Ouais. où avant, en vrai, on se critiquait pour ça. Ouais, alors après, on se critiquait, ouais. C'est Ouais, vrai qu'il y avait. franchement. Oui, si tu savais que la personne portait Eh du oui. faux, Les gens le effectivement, disaient pas. Ouais, la personne se faisait afficher, même si, dans les faits, ce qu'on appelle le marché secondaire, donc le marché du fake. Ah non, c'est toi qui. Je me suis dit, on n'est pas tout seul dans le studio. Non, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, il y a un moment donné, mon micro a été vers l'avant tout seul. J'ai commencé à croire qu'on était accompagnés. Même si le marché dit du fake, donc le marché secondaire, mais frérot, c'est des milliards d'euros, tu vois. Les gens qui ont mis des fausses baskets, des faux sacs, des fausses montres, tu vois, il y en a trop. Non, moi, c'est pas tant sur les multiples que ça m'a surpris, parce que je peux entendre en fait que les gens. Moi, je m'étais même à l'époque amusé à faire une vidéo comme ça où je montrais les multiples que faisaient les boîtes de nuit, tu vois, sur les bouteilles d'alcool, etc. Et la vidéo, elle avait bien marché parce que, en fait, c'est des trucs qui marchent toujours, en fait, tu vois. Donc, c'est pas tant ça qui me surprend. Par contre, moi, ce qui me surprend énormément, c'est le fait que les gens ne comprennent pas, finalement, ce qu'on répète tout le temps, les règles allo au capitalisme. Parce que ça te choque que la boîte fasse du 300, du 600, du 1000, du 2000%, ou même oui, 2000 fois la somme, peu importe, ça te choque, mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'est-ce qui fait que la marque en question est en capacité de te vendre ce sac qui a coûté 1000 euros de production à 36 000 euros. Et pour moi, l'exploit, il est là. C'est que tu n'as pas compris le marketing, c'est que tu n'as pas compris le positionnement et surtout que tu n'as pas compris aussi cette idée dite de marge. Tu vois. Et moi, c'est de ça que je voulais qu'on parle parce que, en fait, je sais pas, si demain, tu décides de faire un sandwich et que ce sandwich-là, tu décides de le vendre 10 000 euros, est-ce que tu peux avoir des clients? Oui. Voilà. Et c'est cette réponse, en fait. C'est sur ça que je voudrais qu'on discute pour que les gens puissent comprendre que quand Hermès vend un sac 100 000 euros, que quand Gucci vend sa claquette 400 euros, c'est parce qu'en fait, ils ont travaillé à un positionnement, ils ont travaillé à un marketing. Je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ça? Non, c'est vrai, en fait, tout simplement. La valeur, le prix, c'est quelque chose de subjectif, tu vois. La valeur, c'est quelque chose qui se travaille. C'est un positionnement que tu décides d'accepter sur les marchés. C'est une communication aussi que tu mets en place pour mettre en avant ton produit. Ce sont des partenariats que tu choisis. Et c'est vrai que juste le prix à lui-même, c'est un biais énorme. Des personnes ne vont pas apprécier un produit de la même façon s'il est à 40 000 euros que s'il est à 400 euros. C'est une réalité. C'est une réalité, tu vois. Et moi, je voulais qu'on parle de ça. Pourquoi? Parce que il faut que les personnes puissent comprendre ce que j'appelle, moi, le 360, tu vois. La claquette Gucci, elle est vendue 400 euros et toi, tu t'es fixé uniquement sur le multiple que fait Gucci. Mais ce que tu oublies, c'est les coûts. C'est-à-dire que pour que Gucci puisse te convaincre d'acheter une claquette 400 euros, il a créé tout un écosystème qui fait que tu achètes cette claquette à 400 euros. Déjà, dans un premier temps, la communication. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement dans la communication qui veut que quand tu regardes les produits Gucci, tu comprends que tu n'es pas sur des produits H&M. Tu comprends que tu n'es pas sur des produits Nike. Tu es sur ce qu'on appelle du haut de gamme. Et le haut de gamme, ça doit aller du début à la fin. Ça coûte cher. Ça coûte super cher. Que ce soit dans la publicité, tu vois, tu prends pas les mêmes réalisateurs, tu prends pas les mêmes comédiens, tu prends pas les mêmes. Tu vois, quand tu commences à prendre des grosses têtes, c'est des coûts qui sont bien plus importants. Et quand le client se rend à la boutique, c'est pas la même boutique que Zara, c'est pas la même boutique que le bazar qui vend tout à 5 euros. C'est qu'il y a énormément d'argent qui est mis dans l'infrastructure de la boutique. Le service qu'on t'octroie n'est pas le même que celui que tu peux avoir à H&M. C'est que le gars, là, le vendeur là, qui est face à toi, qui a un gant et qui va t'apporter la coupe de champagne. En fait, c'est tout un truc qui fait que finalement, la marge, elle est très importante. L'idée, c'est que la marque puisse gagner de l'argent. Mais les coûts qui ont été générés en amont, en fait, tu peux te rendre compte que les mecs, en fait, ils mettent énormément d'argent dans le développement de leurs produits, tu vois. Complètement. Et tu te rends compte qu'ils ont... Lorsque tu commences à intégrer ce milieu, tu te rends compte de ce que ça veut dire l'excellence. L'excellence, c'est pas qu'un mot. C'est un niveau d'exigence
que tu peux percevoir autant dans le monde du luxe à travers les vêtements qu'à travers un restaurant qui va te coûter peut-être 700 euros l'assiette. Là, tu vas comprendre qu'il y a un niveau de... Je suis allé dans un restaurant comme ça dernièrement, juste pour tester, tu vois, avec madame. Bon, ça m'a coûté cher, hein, ça m'a fait mal. Mais franchement, j'ai compris. L'excellence, c'est pas être agréable avec le client. C'est vraiment faire attention aux moindres détails. Quand tu vas arriver dans ce restaurant-là, du moment où tu vas rentrer jusqu'au moment où tu vas partir, on t'aura traité aux petits soins. Tu auras plusieurs personnes qui seront venues te voir, qui t'auront expliqué comment manger ton assiette, dans quel sens. En fait, ils te font voyager et ils te traitent. Tu comprends ce que ça veut dire vivre comme un roi. Et être allé dedans, ça m'a vraiment permis de comprendre que, OK, il y a vraiment des paliers à atteindre quand tu veux être excellent. Et c'est ça, en fait, investir dans le luxe, c'est comprendre que, enfin, dans la communication, mais aussi dans la perfection de ton produit, c'est que c'est pas que une matière que tu vends, mais c'est vraiment tout un concept qui fait que ben, c'est une compréhension même de la psychologie humaine, je pense, Bien sûr, que tu trouves à chaque niveau, dont les vêtements. Et effectivement, ça coûte cher. bien Ça sûr. coûte très cher. Tu sais, encore une fois, il y a des mots qui sont un peu galvaudés. Mm. On a beaucoup parlé d'excellence au sein de ce podcast. Et ce que ne comprennent pas les gens, c'est que tu as des personnes qui sont des génies dans le fait d'avoir à te faire vivre une expérience. Mm. Et ça, là, ça fait toute la différence. C'est ce qui fait que demain, effectivement, tu peux vendre ton sandwich à 10 000 euros. Parce que si tu es en capacité de faire d'éveiller les sens, mais dans tous les sens du terme, de l'être humain qui est en face de toi, en fait, oui, peut-être que malheureusement, la personne qui gagne 1200 euros, encore que, parce que tu vois, les gens savent mettre de l'argent de côté pour un jour pouvoir avoir accès à ce sandwich à 10 000, tu vois. C'est clair. Ils pourraient le faire. Mais en gros, si tu es en capacité de comprendre la psychologie humaine, de faire vivre une véritable expérience aux personnes, ben en fait, ton positionnement au niveau du prix, il y a plus de souci, quoi. Et c'est évidemment ça le plus dur, tu vois. Souvent, ces maisons-là, je sais pas, quand tu regardes la maison Hermès, elle se base sur quoi? Elle se base sur une qualité et une exigence au niveau du produit. Les produits sont fabriqués main, ils sont sur des matériaux dits précieux, et surtout, la maison Hermès se base sur une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Tous les produits Hermès sont numérotés. Mm. C'est-à-dire que tu as des séries dites limitées. Mm. Tu peux pas avoir ce sac-là comme tu vas avoir ta sacoche Nike qui est produite à 1 milliard d'exemplaires, tu vois. Clair. Et cette dimension dite de rareté, cette dimension dite allouée à l'expérience, en fait, fait que tu peux te permettre de mettre un prix très important, en fait, tu vois. Je sais pas s'il faut parler de cette histoire de droits de douane. Je sais pas si tu as suivi un petit peu la guéguerre entre Ouais, bah, les c'est US pas fini, hein. C'est pas fini d'ailleurs. Clairement. Et c'est pour ça que je pense que, dans le fond, la Chine a fait exprès de mettre cette affaire en avant. C'est parce qu'elle appuie sur un point de douleur. Aujourd'hui, on vit sur une période où, comme il y a de moins en moins de pouvoir d'achat du côté de la masse populaire, c'est facile d'attaquer sur des choses comme ça. Quand tu es en galère d'un point de vue financier, que tu aimerais bien t'habiller comme la personne que tu suis sur les réseaux sociaux qui met du grand luxe et que tu te rends compte que tu peux avoir ça à moins cher, mais que tu te saignes tous les mois pour pouvoir t'acheter une pièce là où tu pourras t'en acheter 10 beaucoup moins cher. Enfin, ça fait mouche. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est viral. C'est parce qu'on est sur une période où les gens perdent en pouvoir d'achat. Et je pense que la Chine fait exprès d'appuyer sur ce point de douleur pour mettre la pression aux Américains. Et pour être honnête avec toi, je comprends ce que fait Trump, mais je pense qu'il se voit beaucoup plus beau qu'il n'est et que c'est ce qui est en train de ressortir de toute cette histoire aujourd'hui, tu vois. Je pense il s'est dit, voilà, il faut que j'essaie de mettre un coup avant que la Chine nous dépasse. Sauf que factuellement, la Chine est déjà devant, je pense. Tu sais, la décision qu'a pris Trump en jouant avec cette histoire de taxes a fait shut down les marchés. Ok, on vit un bloodbath. Et quand j'ai vu ça, c'est-à-dire ces drops de fou, je me suis dit, waouh, ça m'a rappelé quelque chose en fait. Ça m'a rappelé quelque chose. Deux choses. La première chose, c'est qu'il y a quelques temps, toi et moi, avec Tanguy, on avait évoqué ce microcosme de personnes qui ont accès à des outils
souvent dotés d'intelligence artificielle, qui sont tellement loin. Aujourd'hui, on parle de super intelligence, on parle plus d'intelligence artificielle, on parle plus de LLM. Je sais pas si on y est déjà à la super intelligence. Justement, la discussion, c'était de se dire, est-ce que ces personnes-là Ne disposent pas de cet ne outil sont déjà. pas effectivement déjà dans ces produits-là, leur permettant de pouvoir être en capacité de prévoir certaines actions, tu vois. Et pourquoi j'en parle? J'en parle parce que il y a un an et demi, tu avais énormément d'articles qui se disaient mais comment ça se fait que Warren Buffett revend à fond ses actions Apple? Grave. Comment ça se fait que Bill Gates revend à Ouais, fond il y avait des actions étranges. ses actions Microsoft? Mais ils ont vendu pour des milliards, tu vois. Mais tous, hein. Et on se disait mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et c'était il y a un an, frérot. Un an et demi. Et la question que je me pose, c'est est-ce que du fait... Après, là, on n'est pas dans la théorie du complot, hein, mais c'est vraiment basé sur tout un tas d'informations et de faisceaux d'informations qu'on a eu sur ces derniers mois, sur ces derniers mois, pardon. Est-ce qu'à un moment donné, frérot, ils n'ont pas eu accès à certaines informations leur permettant d'anticiper ce drop de fou, parce que tu as beaucoup d'économistes qui parlent même d'une crise se rapprochant de celle de 39, etc. Tu vois. Est-ce que, n'ayant pas eu accès à ces informations, ils ont vendu au plus haut? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Laissant les autres, en fait, et le marché se débiner, sachant que beaucoup d'entre eux ont réinvesti. Bon, après, là, c'est un peu technique, mais tu sais, dans des obligations, etc. Tu vois, des obligations d'État. Non, c'est clairement possible. Tu as Charles Gave qui en parle très bien. Je sais pas si tu suis un peu ce que dit Charles Gave, mais j'aime beaucoup. Toi, sa t'aimes bien façon le voir de comme les un choses. carry. Charles Gave. Sorry, man. Non, pas de Sorry, souci. man. Charles Gave. Ça lui va bien quand même, non? tu le vois comme un quinri, alors que le gars, c'est un vrai c'est franc. Je te Mais jure. oui, mais Fier en plus. Ouais, mais de malade. Charles Gave, excuse-moi, qui dit que Trump, en fait, il fait exprès de faire couler le bateau, grosso modo, parce qu'il veut un peu éteindre l'empire américain pour mettre en avant l'État-nation avec des individus forts et en gros, voilà, quitter un peu le système des États-Unis qui ont la main prise sur le monde entier parce que ça ne fonctionne plus et le refermer en un État fort qui aura le monopole. Et c'est vrai que si tu as maintenant des individus qui deviennent immensément riches, voire même plus riches qu'une nation, ça peut changer quelque part le système économique et financier mondial de par la façon dont on l'a appris et dont on l'a vu jusqu'aujourd'hui, tu vois. Surtout qu'on rentre dans une époque aujourd'hui où, tu sais, maintenant, ce sont plus les entreprises qui ont le dernier mot, mais ce sont de plus en plus les individus, en fait. C'est comme si le personal branding prenait l'avant sur les entités, les nations, etc., tu vois. On parle de Trump, on parle de Musk, on parle de Warren Buffett, on parle plus de président des États-Unis, Tesla ou un bon investisseur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et je pense que ouais, il y a quelque chose qui est en train de changer là et ces mecs-là sont en train de faire en sorte Enfin, ça se voit qu'ils jouent à leur jeu d'échecs. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont réussir leur partie, tu vois? Parce que c'est en train de foutre un sacré bordel. Moi, je crois que ici en France, ce qui a été énormément demandé, c'est qu'enfin vienne à la tête de cet État un homme d'affaires, tu vois, un entrepreneur. Ouais. Parce que un pays, on peut dire ce qu'on veut, un pays doit pouvoir être géré comme une entreprise de par en fait la gestion de l'argent, tu vois, que cela demande. Et quand tu sais que on est dans un État qui est endetté, frérot, on dépasse les 3 000 milliards, tu vois, de dettes, ça pose énormément de questions. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que Trump, il est critiquable sur énormément de points, mais il faut entendre que ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire que cette pression qu'il met sur les États, sur les nations, je ne sais pas si tu as vu la dernière déclaration là, de Bernard Arnault, mais il a dit, si les droits de douane US sont maintenus, en fait, on va les produire aux US. On parle d'un des fleurons de l'économie française, le boss d'LVMH, qui dit, aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le poumon de l'économie mondiale, c'est les US. Donc, si à un moment donné, les droits de douane sont maintenus, en fait, nous, on va devenir... Et lui, tu sais, en un claquement de doigts,
Tu vois, la Non, boîte, elle mais devient c'est clair, américaine. c'est Hein. clair. La question qui se pose derrière, c'est sous quelle forme? Est-ce qu'il va produire aux US, tu vois? Est-ce que tu vois aujourd'hui des Américains développer, construire des sacs dans des usines aux États-Unis? En fait, pourquoi pas La vérité, c'est que moi, j'y crois pas. Mais par contre, ce que je pense, c'est que ils sont en train de faire un maximum pour développer tout ce qui est robotique et intelligence artificielle, pour que ça remplace ce que les humains ne veulent pas faire aux US. Donc, ça va dans ton sens, tu vois. Mais ça ne va pas forcément créer de l'emploi aux États-Unis. C'est tout un business model qui est en train de changer et d'être financé, en fait. Écoute, sur la dimension du luxe, et c'est le fleuron du luxe au niveau du mondial, tu as toujours de la manufacture. Et je ne pense pas que... Ça peut changer, frérot. De même qu'avant, on disait que tous les produits de luxe étaient faits en France. Regarde, aujourd'hui, on te prouve qu'il y a du copier-coller en Chine fois 10 000. Non, Demain, mais ça va être des robots qui vont te faire ça. c'est, je ne dis pas non. Ce que je dis, c'est que, et à la limite, peu importe, tu vois. La réalité, c'est que si tu as la plus grande société française qui dit, en fait, je suis désolé, je suis face à un vrai dilemme. Parce que si demain, je ne peux plus exporter aux États-Unis, sachant que c'est la population la plus riche du monde, c'est la plus riche du monde, tu vois. Quand tu regardes le PIB américain, c'est les plus riches, tu vois, sur la planète. Mais en fait, je vais aller produire là-bas. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Ça a été dit, tu vois. Ben, c'est juste une façon d'aller dans le sens, voire même peut-être quelque part de valider la stratégie de Trump. Parce que si ça commence par Bernard Arnault, mais qui te dit que demain, ça va pas être je sais pas moi, une grosse société, je sais pas moi, d'Australie, une grosse société. Alors les Chinois, c'est encore différent, tu vois. Mais est-ce qu'il va pas attirer à lui les gros mastodontes des pays étrangers pour dire, tu sais quoi, nous, on va produire au sein de l'économie, du poumon de l'économie mondiale aux US. C'est le risque. Tu vois, C'est le risque. Non, c'est le sujet actuel de toute façon. c'est le Hein. sujet actuel. La vérité, c'est que personne ne peut savoir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est. Enfin, ce que j'aimerais plus ou moins entendre, c'est OK, on sait en quoi Musk est conscient qu'il a aujourd'hui un avantage. Et comme je l'ai dit, tu vois, il fait exprès de faire couler le bateau pour prendre le taureau par les cornes et pour essayer de reprendre du pouvoir là où les États-Unis étaient en déclin. Musk ou Trump? Trump, Ah pardon. ouais, ok. Et pour l'instant, voilà, il joue ses cartes. Il joue ses cartes à fond, il fait tapis, il met la pression comme un bon entrepreneur qu'il est, tu vois. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que la Chine en face aujourd'hui a réellement du répondant? Pour l'instant, il montre que oui, tu vois. Et est-ce que de l'autre côté, il y a vraiment moyen aussi de gagner cette bataille, tu vois? Écoute, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'était super intéressant d'avoir à parler de ça parce que, en fait, tu te rends compte que toutes les décisions dites macro ont un impact sur le micro. Mm. Tu vois. Et c'est en ce sens que je trouvais ce sujet intéressant parce que la personne, en fait, qui va acheter son sac élevé, la personne qui va vouloir, je sais pas moi, sa bannière Balenciaga ou Gucci, j'en sais rien, aujourd'hui, elle est face à un dilemme. Tu vois. Enfin, Et c'est là que c'est super intéressant. c'est ça, c'est là que c'est intéressant parce que ça me fait dire que C'est le consommateur au déjà final. quand tu regardes, c'est ça, quand tu regardes les chiffres du luxe, ça a baissé, tu vois, les gens ne sont plus aussi hypés, tu vois, par ces marques-là. Et en plus de ça, c'est en train d'ouvrir ce que tu disais tout à l'heure, c'est une forme de, mais en fait, ils se moquent de nous. Autant aller au bout du truc, Voilà. tu vois. Et il faut bien entendre que la stratégie des Chinois, parce que quand ils te montrent les coûts de production que eux mettent en place pour ces marques de luxe là, tu sais comment ils finissent les vidéos? Venez acheter chez nous. Ben oui. C'est ça qu'ils disent. C'est C'est-à-dire ça que je te que parle. l'objectif, c'est, j'ai failli dire un mot vulgaire là, mais c'est de couler ces boîtes-là en fait. Hmm. Tu vois, elles se battent depuis des années et des années contre le faux. Là, en fait, c'est comme s'ils ouvraient les vannes en disant, hey, tu sais quoi, on est prêt, venez chez nous, on est là, il y a quoi? Ouais. Tu vois. Donc, il y a une véritable volonté de triturer et de Et c'est mener pour ça, à dans mal. le fond, tout le bras de fer auquel on assiste en ce moment, au final, c'est le consommateur final qui choisira. Tu Bien vois. sûr. C'est nous, c'est toi et moi, tu vois. Et moi, vraiment, je me pose des questions parce que là où, si ce bras de fer était intervenu il y a 10 ans, j'aurais dit, mais la Chine ne peut jamais gagner ce combat, tu vois. Mais aujourd'hui, les mentalités changent. Tu vois, j'ai comme la sensation que il y a de moins en moins ce prisme matérialiste de j'ai besoin de me démarquer avec un vêtement, être au-dessus du lot. C'est toujours présent, mais j'ai vraiment la sensation que ça a de moins en moins de poids et que voilà, cette tendance qui s'inverse fait que
avec toute la force que les États-Unis font pour maintenir cette hégémonie occidentale, etc., le football peut changer. J'ai vu une interview, enfin un extrait d'interview, j'ai oublié son titre, mais un Chinois haut placé, tu vois, au niveau du gouvernement, en tout cas, bref, je sais plus, mais quelqu'un d'important en Chine, à qui on lui demande de s'exprimer sur la volonté des États-Unis de soumettre la Chine au travers de ces prix de douane exorbitants. Et le mec, il dit « We don't care ». Il dit « Mais franchement, on n'en a rien à faire ». Il faut que vous entendiez une chose. La Chine, elle a plus de 5000 ans. On était là avant les États-Unis. On sera là 5000 ans après. Vous savez, même si demain on n'a plus accès aux États-Unis, il y a le monde entier avec lequel on travaille aujourd'hui. Tu vois. Et il le dit, mes frérots, décomplexé, il est adossé tranquillement, Au petites calme. lunettes, au calme. Au Tu vois, calme. quand les États-Unis ont décidé d'augmenter les prix de douane, eux aussi, ils ont augmenté. Je crois qu'ils se sont arrêtés à 148%, je sais pas quoi, pour les États-Unis. Et en gros, ils disent, vous augmentez, on augmente. Trump, il a été obligé de dire, bon, tout ce qui est téléphone portable, ordinateur, qui vient de chez vous, on mettra pas ces droits de douane, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un bras de fer là qui est en train de se jouer. Il y a un bras de fer et je trouve que Trump, de ce qu'on voit là, je trouve qu'il est mis en difficulté, tu vois. Il joue ses cartes à fond, mais c'est le seul à faire du back and forth, j'avance, je recule, je tape fort, mais finalement non. Et je trouve que ça lui donne une apparence fébrile, tu vois. Moi, c'est les premières choses que je suis en train d'observer, tu vois. Je constate comme une fébrilité du côté de la stratégie de Trump, même si je me dois quand même de quelque part, et là c'est juste vraiment, c'est un regard juste entrepreneurial, j'admire le culot qu'il a à mettre tout ce qu'il a en place, tu vois. Je dis pas que je supporte Trump, etc. Non, mais j'admire d'un point de vue entrepreneurial tout ce qu'il est en train de mettre en place. Et c'est vrai que si tous les dirigeants de ce monde avaient un peu cette lecture et comment dire, cette volonté de vraiment se donner les moyens de faire en sorte de changer les choses, bah, on vivrait dans un monde effectivement totalement différent qu'aujourd'hui, tu vois. Il est dans ce back and forth, effectivement, parce que il annonce la chose. Après, il dit, bon, mais en fait, on va suspendre pendant 90 jours, ça va prendre après. En gros, c'est comme s'il envoyait un truc qu'il voulait voir. Tu vois, les réactions des uns et des autres. Parce que ceux qui ont dit, bon, ok, Trump, bon, il n'y a pas de souci et tout, nous, on va se plier et tout, bah, en fait, il les a mis dans sa poche. Et les autres, là, on a beaucoup parlé de la Chine. Tu vois, je pense qu'il voulait tester un peu les choses. Il faut qu'il fasse gaffe avec mais ça. Il faut qu'il fasse gaffe parce que même dans son propre camp, les gens. Mais là, je sais pas si t'as vu, justement, Ouais, ça a voilà. été. On a dit ce matin, le mec de la Fed qui dit, hey, là, ça y est, c'est deux fois là. C'est quoi le délire, tu vois? Même Musk. Même Musk, il a parlé, tu vois. Il a dit, les droits de douane, mon gars, faut pas trop jouer avec ça. T'as plein d'entrepreneurs qui disent que, attention, tu Bien vois. sûr. Donc, même chez lui, c'est compliqué. Et vraiment, pour terminer sur ce sujet-là, on a commencé, en tout cas, tu as commencé en disant, les gars, on a créé la Nekao School. Et c'est pas les sujets, en tout cas, pour certaines personnes, les plus passionnants, mais c'est très important de comprendre comment ce monde tourne. Parce que tu vois, là, à l'heure actuelle, là, quand tu regardes l'état des marchés, nous, on adore utiliser cette expression, on parle des soldes. c'est clair. C'est un moment superbement important pour commencer à t'intéresser à la chose et à investir. Parce que là, toutes les valeurs qu'on a sur le marché, c'est pas les vraies valeurs. C'est pas du tout les valeurs initiales, tu vois. Donc, il y a une opportunité actuellement à saisir si les personnes veulent commencer à s'intéresser à tout ça, qui fait que c'est le meilleur moment. Prends ton rendez-vous gratuit, c'est dans la description. Et comme ça, on en parle. Tu vois ce que je veux dire? Et tout se rejoint, en fait. Non, mais clairement, c'est maintenant. Hein. Tu vois? C'est maintenant. J'avais un petit sujet sur lequel je voulais revenir. Hier, il y a Tanguy qui a posté un court extrait de notre vidéo où je mets en avant le fait que y a une différence entre les écoles entre les grandes écoles et les formations, parce que la formation est là pour t'aider à développer des aptitudes qui te permettront de pouvoir te développer ou développer ton activité derrière. Donc, c'est là fondamentalement pour t'apprendre quelque chose, a priori. Et les grandes écoles sont plutôt là pour te permettre de développer un réseau. Mais tu as énormément de personnes qui disent être passées à travers les grandes écoles et qui n'ont pas forcément appris grand-chose, mais qui ont pu se payer un réseau et derrière pour pouvoir accéder à certains postes, etc., etc. Et j'ai eu pas mal de critiques derrière, de personnes qui disent ça se voit que
T'es jamais allé en en grande école pour parler comme ça. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui que tous les dirigeants Ah, j'ai pas vu ça. des plus grands groupes mondiaux sont passés par les grandes écoles, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vois, jusqu'à je souffle. Déjà, je vais commencer par dire que certaines de ces personnes n'ont peut-être pas tort, tu vois. Il y a peut-être un avis, je vais parler de mon point de vue, tu vois, comme tu me demandes ce que j'en pense, quelque peu biaisé de par la réalité de mon parcours, Hmm. tu vois. Donc, déjà, faut l'assumer, ça. Tu vois, faut pouvoir le dire. Oui, moi, je suis pas allé en grande école. Maintenant, si je vais être totalement froid, hier, j'ai écouté un podcast et le mec, je sais plus quelle école il a faite, mais il a fait une grande école de commerce, tu vois. Et lui, pour le coup, il a fait cette école. Et lui se permet de dire c'est de la merde. Et ça ne m'a servi à rien. Donc, peut-être que nous, on n'a pas été à cette école et donc peut-être que notre avis est quelque peu biaisé, tu vois. Mais tu as des gens qui ont fait ces écoles-là. Je sais que Yumi aussi, il a toujours dit, lui, il a fait Harvard. Je sais pas si tu peux faire mieux, tu vois. Après avoir pété le million et tout. Hein. Le Alors mec, qu'il il s'est faisait. dit, voilà, je suis un bon entrepreneur, je réussis ce que je fais, j'ai envie d'aller à Harvard pour apprendre des nouvelles choses. Finalement, j'ai rien appris. Tu vois. On parle Donc, d'Harvard. mon introduction, c'est déjà ça, tu vois. Peut-être que ces personnes-là vont juger parce que, ouais, bon, ok. Les gens maintenant qui ont fait ces écoles disent quelque peu la même chose. Et t'en as d'autres aussi qui disent que c'est bien, etc. Moi, mon point de vue, c'est que l'école, en règle générale, je vais parler en tout cas en France, parce que, voilà, l'école, en règle générale, quelles que soient ces écoles-là, quelles que soient les écoles, hein, qu'elles soient prestigieuses ou pas, c'est ce que je veux dire, l'objectif numéro un, c'est de t'intégrer dans un système. Et ce système-là est le salariat. Le problème n'est pas d'avoir à dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est un constat. Ok. L'idée, c'est de pouvoir soit aller dans des grands groupes, de grosses sociétés, tu vois, ou alors de rentrer dans une boîte quelconque si tu n'as pas fait une grande école. Ok. Le but, c'est de faire de toi un salarié, généralement. Maintenant, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais de David biaisé, c'est que moi, je suis né avec quelque peu l'âme créative. Et ça, tu n'apprends pas ça à l'école. Quelle que soit l'école, en fait, que tu vas faire, tu ne l'apprends pas à l'école. D'avoir à le développer, d'avoir à l'exercer, d'avoir à le proposer, à le vendre, à l'exposer. C'est pas à l'école que tu l'apprends. Et j'ai l'impression que de ce point de vue, ben, je suis né à la meilleure période du monde, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir droit de cité en exerçant ma créativité, en la proposant à des personnes qui vont dire oui, j'aime bien, non, j'aime pas. Oui, j'achète, non, je n'achète pas. Et à ce titre-là, pardon de le dire, mais tu peux faire l'école que tu veux, c'est parce qu'il va te donner la possibilité de mettre ça en avant. Voilà mon point de vue. Je suis complètement. Enfin, voilà. Je vais pas dire que je suis complètement d'accord. De toute façon, tu sais que je suis d'accord. Et tu sais, moi, ce qui me tue, c'est l'argument, quoi. Tu vois. Les plus grands dirigeants des plus grandes sociétés sont passés par ces grandes écoles. Je dis, mais justement, Et alors ça confirme ce que je dis, en fait. Mm. Tu rentres dans une grande école, tu te payes un réseau. Quoi du mieux qu'un réseau pour devenir dirigeant d'une grande société? C'est pas forcément ta compétence qui va te permettre d'arriver là. Après, je dis pas que tu n'es pas compétent, peut-être que. Mais enfin, ça ne contredit pas ce que je dis, tu vois. Donc, après, je pense que ça fait mal aux gens d'entendre ce genre de réalité parce que ça coûte tellement cher, les grandes écoles. Tu sais, moi, je suis pas allé en grande école, mais j'ai fait un BTS commerce international. Et quand je faisais ce BTS-là, j'avais envie à un moment donné d'intégrer la plus grande école de commerce en France. Je crois que c'était le SCP, EAP, un truc comme ça. Et pour entrer dans cette école de commerce, il fallait intégrer une classe préparatoire. À Turgot, exactement. J'étais allé faire une visite dans cette école-là. J'avais rencontré ces personnes qui travaillaient, mais d'arrache-pied. C'est comme si, c'est comme quand tu rentres dans un truc de médecine, là, tu vois. Les mecs travaillent de Ils sont fou. Bah, c'est concentrés. pareil, en école préparatoire, les mecs, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent pendant 2 3 ans. C'est un sacrifice. Ils bossent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils disent, mais le travail qu'on fait là, on sait très bien qu'une fois qu'on aura intégré les écoles de commerce, on n'apprendra rien là-bas. On va rien apprendre du tout. C'est maintenant là que ça se passe, tu vois. C'est un fait. Comment tu peux m'expliquer que c'est une classe préparatoire où tu vas apprendre plus de choses que la grande école de commerce que tu vises derrière? C'est un fait. Tu vas payer ton réseau. Donc, excusez-moi si vous êtes, si ça vous fait mal, je suis désolé, mais c'est un fait. Moi,
J'ai un avis très tranché sur l'école parce que l'école, à titre personnel, m'a fait souffrir. Hmm. J'ai souffert de l'école. J'ai souffert de l'école parce que je me suis construit. En fait, ce qui m'a été dit euh, de certains professeurs, de pas mal de professeurs durant ma scolarité, et ce qui m'a été dit de mes parents, de ma famille sur l'état de ma scolarité, m'a fait croire que j'étais un bon à rien. Hmm. Moi, j'ai vraiment vécu un sale moment, quoi, tu vois. Et avec le recul, parce que j'ai jamais fait de test ou j'ai jamais fait de. Donc, je sais pas, tu vois. Parce que j'allais te dire, avec le recul, je me demande si j'ai pas des. Si, je sais pas, si je suis pas un peu dyslexique, si j'ai pas des. Tu sais, j'ai une mémoire. HPI peut-être. Le fameux HPI. Le fameux HPI. Je sais pas si, tu vois, parce que je sais que j'ai une mémoire, j'ai pas le nom scientifique, mais tu sais, de courte durée. Tu vois, je retiens rien, frère. Je retiens rien. Et vu que l'école récompense les personnes qui ont des capacités de stockage en termes de mémoire très importantes, mais tu m'étonnes, frérot, que j'ai galéré. Mais moi, je suis sorti de cette scolarité persuadé que j'étais zéro, persuadé que j'allais rater ma vie. Et du coup, je me suis accroché comme pas possible à ce rêve de devenir chanteur. Parce que je me disais, en fait, l'école, j'étais zéro. Euh, j'ai eu un bac plus 2, quoi, tu vois. Mais tu sais, quand t'es Camerounais, un bac plus 2, frérot, c'est zéro. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment zéro, tu vois. T'es valorisé quand tu fais de très hautes études, tu vois. Donc, j'ai pas été longtemps à l'école. À côté de ça, j'ai fait des jobs, mais du coup, qui étaient flingués, tu vois, qui étaient pourris. Et en fait, quand je prenais un peu de recul, je me disais, waouh, donc en fait, ma vie, ça va être ça, d'être dans un bureau avec des gens que je supporte pas, qui sont pas dans mon délire. J'en parlais hier avec un pote. J'avais fait un taf où je me rappelle, les gars nous avaient dit que on serait jaugé pour la validation d'un potentiel CDI sur notre capacité, tu vois, à embrasser nos N+1, tu sais, faire la bise le matin, tu sais, à être, je sais pas comment on appelle ça. Et je me disais, waouh, tu vois. On est là, t'as 1 minute de retard, 2 minutes de retard, c'est la fin du monde, c'est un truc où t'as des blâmes, etc. Et je me disais, je ne veux pas vivre des salaires j'ai failli entendre qu'on faut être vulgaire, de misère. Hmm. Et je me disais, si je réussis pas à prendre cet ascenseur social via la musique, je suis mort. Et quand je suis arrivé à 25, 26 ans et que j'ai vu que ça venait pas, mon gars, ça ne venait pas, je me suis dit, je suis mort. Et donc, cette voie allouée à l'entrepreneuriat, alors que je n'avais rien d'un entrepreneur, tu vois, m'a complètement sauvé la vie, tu vois. Eh oui. Et en acceptant les très hauts que j'ai pu connaître, mais les très bas aussi, hein, il n'y a pas de problème. Je prends tout ça. Parce que je savais que je n'étais pas cadré pour le système du salariat. Et c'est pas l'école qui m'a donné ça. Tu Non, vois. enfin si, c'est l'école, mais l'école de la vie. Voilà, exactement. Oui, parce que tu as Exactement. appris. C'est ça. Tu apprends quand C'est tu ça. vis, tu vois. Et c'est ça qui me dérange, c'est que on vit dans un système qui nous force à grandir que à travers un chemin. Tu dois apprendre à devenir adulte, responsable, fort, tout ce que tu veux à travers le système scolaire. Mais non, c'est pas comme ça. Forcément, il n'y a pas que ce chemin-là. J'ai pas eu de grandes difficultés, moi, à l'école, mais j'étais un élève moyen. Je pense que enfin, je tournais aux alentours des 12 de moyenne, sans faire trop d'efforts. Mais la vérité, c'est que je m'ennuyais, mais de malade. Je me suis ennuyé toute ma scolarité. Pour moi, une journée d'école, c'était long. Mais vraiment, hein. Je me souviens, tu sais, de cette sensation quand tu arrives à 8 heures et qu'il est 9h12 et que tu dis, waouh, ça fait que 1 heure que je suis là. Je suis là jusqu'à 18h. Oh là là, cette angoisse, Ah non, c'est. boule au ventre, Non, non, c'était envie horrible. de pleurer, tu vois. Non. Je me dis, mais aujourd'hui, quand je pense à tout mon parcours scolaire, je me dis, mais quelle perte de temps. C'est tout ce que je ressens. Je suis persuadé que j'aurais pu grandir autrement. Ça ne veut pas dire ne pas apprendre les fondamentaux. Faut apprendre à lire. Faut apprendre les mathématiques. Faut apprendre l'histoire. Mais je suis persuadé qu'il y a 10 000 autres moyens que de rester assis face à un professeur qui vous apprend et qui vous fait du remplissage de crâne comme ça toute la journée. Tu vois, je trouve ça incroyable. Et très tôt, moi aussi, j'ai été parfaitement conscient du fait que je voudrais pas être salarié, tu vois. Je pense que quand je me suis pris ma claque, c'est quand j'ai fait mon stage en troisième.
Mon père travaillait à l'époque en tant que credit manager chez une bonne société, tu vois. Et il s'est fait un plaisir de m'offrir, enfin de me permettre de faire un stage dans sa société. J'étais super content, tu vois, de faire ce stage avec mon père, de le voir dans son cadre de travail. Il avait un poste plus ou moins responsable et tout. Mais la vérité, c'est qu'une fois que j'ai vu mon père sous l'autorité d'une autre personne, il y a un truc dans ma tête que j'ai pas accepté, tu vois. Voir cette personne charismatique à la maison, fort et tout, devoir obéir à quelqu'un qui paye pas de mine, qui limite lui manque de respect, ça m'a. En fait, ça a été impossible pour moi de me projeter, de voir un idéal dans une vie de salarié. À partir de là, tu vois, troisième. Et va continuer l'école derrière quand tout ce qu'on te propose, c'est de devenir salarié. J'ai continué parce que c'était ce qu'il y avait à faire, tu vois, mais j'ai redoublé ma seconde. Après, je suis allé en STG parce qu'on disait à l'époque que STG, c'était ce qu'il y avait entre technique et général, mais c'était pas totalement technique. Donc, tu vois, tu avais un entre-deux qui te permettrait, pourquoi pas, d'aller en école de commerce. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout, tu vois, jusqu'au moment où je suis allé jusqu'au BTS. Et à mon BTS, quand j'ai commencé à regarder toutes ces histoires d'écoles de commerce où il fallait faire des classes prépa et que je me rendais compte que ces gens-là n'étaient pas plus heureux que ça, une fois que j'ai fait mon stage à l'étranger et que je me suis rendu compte de la vie, que j'ai ouvert mon esprit, vraiment là, j'ai eu un craquage dans ma tête en fait. Je me suis dit non, je peux pas faire ma vie là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai pas eu mon BTS, tu vois. Je me suis retrouvé après à faire, à être, comment ça s'appelle? En centre de loisirs, excuse-moi, j'ai du mal aujourd'hui. Ouais, 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 encadrer Ouais, les. en centre de loisirs à encadrer des enfants, tu vois. Et ça fait drôle, tu vois, quand toute ta vie, tu vises une certaine excellence, mais que comme tu as un manque d'ouverture, ben, toute ton excellence, tu la cherches à travers tout ce qu'on te propose dans un programme scolaire. Surtout quand nous, dans nos parcours, je pense que toi, c'est pareil, mais moi, le plus gros de mes années scolaires, c'est fait en ZEP, tu vois. Sauf au moment où je suis allé en BTS, mais tu es limité quand même dans ta vision. Quand je me suis retrouvé du jour au lendemain en tant qu'animateur chez les enfants, je me suis vu comme une merde, tu vois. Vraiment comme une merde. Mais en même temps, ça m'a permis de décompresser et je me suis rendu compte en observant les enfants que j'apprenais énormément de choses et beaucoup de choses qu'on ne t'apprend pas dans la vie, tu vois. Et c'est tous ces soft skills que tu es capable d'apprendre hors système qui, pour moi, font qu'aujourd'hui, ben, des entrepreneurs comme toi ou comme moi peuvent avoir un avantage face à d'autres personnes qui n'ont pas quitté le système. Et c'est pour ça que moi, j'encourage la plupart des personnes que je connais à pas forcément ne plus croire ce qu'on dit ou ne plus suivre le système, mais voyager, rencontrer des gens, essayer de penser en dehors des chantiers battus parce que c'est ça qui vous permettra derrière de vous créer un avantage par rapport à d'autres personnes. C'est votre expérience personnelle. Et tant que votre connaissance se limite seulement qu'à ce qu'on vous a transmis ou à ce qu'on vous dit, c'est ça la connaissance, vous ne pourrez pas faire la différence. Votre connaissance personnelle, c'est vraiment ce que vous vivez à titre personnel et que d'autres personnes n'ont pas vécu. Et c'est pour ça et c'est ça qui crée de bons entrepreneurs d'ailleurs, je pense derrière. Là, quand tu as évoqué ce temps long, cette boule au ventre, ça m'a rappelé des trucs. Il y a un truc qui est remonté là, horrible, parce que c'est exactement le même ressenti que j'avais. Je me sentais vraiment, vraiment pas à ma place, sauf à côté de mes potes, tu vois. C'était tout ce qui m'intéressait. Pareil. Et il faut bien entendre que il n'y a pas... En fait, l'entrepreneur n'est pas meilleur que le salarié. Le salarié n'est pas meilleur que l'entrepreneur. En fait, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Je pense que c'est très important de le dire. Et je le dis tout le temps aussi. Moi, j'étais un ayatollah de l'entrepreneuriat, tu vois. Et j'ai compris avec le temps qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Parce que tout le monde... En fait, chacun a une appétence au risque qui est plus ou moins importante. Et tout le monde n'est pas prêt, en fait, à fournir les sacrifices qu'il faut pour pouvoir se dire, OK, ben, j'avance sans filet, tu vois. Donc, ça, je commence par le dire. Mais, quand je dis que ça m'a ramené des trucs quand tu as évoqué ça, beaucoup de personnes prennent personnellement et comme des attaques ce qu'on essaie de dire quand on décrypte l'école, alors que c'est pas le cas, en fait, c'est pas des attaques. Quand on dit notamment que l'idée, c'est d'avoir à former d'excellents salariés, mais c'est juste factuel. Quand on t'impose durant des heures d'ingérer un apprentissage sur des choses dont tu n'as rien à faire, sur des choses dont tu sais que ça ne te servira à rien, mais que tu es en capacité d'ingérer ces choses-là des heures durant, d'accepter ça,
et de les recracher parfaitement en ayant tes 15, tes 16, tes 17 en disant, et en étant fier de ça, c'est une façon, en fait, de te mettre déjà dans ce système de salariat, en fait. Avec un patron qui va t'imposer des choses que tu ne veux pas, des gens que tu ne veux pas, des actions, des activités que tu ne souhaites pas, mais pour lesquelles tu seras très heureux parce qu'à la fin du mois, tu vas avoir ton reward qui est ton salaire. Et ça pendant 25 ans, 30 ans, 35 ans de ta vie, tu vois. Et c'est horrible parce que les gens vont dire oui, mais tu as commencé par dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur. C'est réel, c'est véritablement ce que je pense. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en capacité de décrypter ce dont on nous a mis des décennies, en fait. Tu commences, tu as 4 ans, 5 ans, et tu sors de là, t'as 20 ans. Et ça, c'est pour les personnes qui s'arrêtent tôt. Parce que ceux qui font les études supérieures, aujourd'hui, on le sait, les gens rentrent dans le monde du travail beaucoup, beaucoup plus tard, tu vois, 27, 28 ans. Tu vois ? Donc, décrypter ça, c'est pas dire que les gens qui sont dedans sont nuls ou sont moins bons que les entrepreneurs ou que les entrepreneurs. C'est pas du tout ça. C'est de dire, voilà le cadre dans lequel on nous a mis, et cadre qui, jusqu'à il y a encore quelques années, était le cadre défini. C'est-à-dire que si tu ne performais pas dans ce cadre-là, mais t'étais cuit. T'étais cuit. Je sais pas si tu veux rebondir sur ce que je veux dire, mais j'aimerais bien. Ouais. Voilà, ben vas-y alors, parce qu'après j'ai une question que je voulais je pense que ce sujet, il est super. Non, pas de souci. Ce sujet, il est super important parce que je trouve il devient vraiment de plus en plus actuel par rapport à la façon dont tourne le monde aujourd'hui. On le sait, tu as l'IA qui arrive, tu as la robotique qui arrive. Et tous ces métiers ingrats pour lesquels on a été formés depuis l'école vont disparaître. Ça veut dire que, tu vois, c'est cette norme-là qui est dans l'esprit de la plupart des gens sur cette planète, demain, les gens, qu'est-ce qu'ils feront de leur vie, en fait, s'ils ont la sensation qu'il n'y a que ça qu'ils peuvent faire? Et moi, c'est ça qui m'inquiète, tu vois. C'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a compris qui il était et ce qu'il pouvait offrir au monde. Tu vois, il y a le terme entrepreneur qui rentre à la mode là, depuis qu'on a eu le frangin sur le plateau. Caramo? Ouais, merci, Caramo. Ouais. Mais c'est exactement ça. En quoi tout le monde ne pourrait pas être entrepreneur? Une fois de plus, je le dis, ça ne veut pas dire que tu dois devenir Elon Musk, mais ça veut dire entreprends ta vie, comprends qui tu es et offre quelque chose au monde. Mais si aujourd'hui, la seule chose que tu as à offrir, c'est attendre qu'on te dise quoi faire, c'est que tu n'as rien à offrir. Tu as juste à... En fait, tu es les mains d'un cerveau qui vient te dire quoi faire. Et c'est ça qui est inquiétant, tu vois. Donc, moi, j'ai vraiment envie de mettre un coup de boost par rapport à ça. Hier, j'ai croisé un pote qui était à l'école avec moi et il était avec sa veste RATP et tout. Tu vois, il allait au boulot juste après. Et tu sais, notre conversation, elle était tout à fait classique au départ. Genre, je dis, ah ouais, t'as trouvé la planque, tu vois. Il dit, ah ouais, j'ai trouvé la planque et tout. Ouais, franchement, c'est bon, ça m'a fatigué et tout. Tranquille, tu vois. Et c'est vrai, la RATP, c'est la planque. J'ai plein d'amis qui sont dedans et tout. Mais en vrai, cette mentalité du c'est la planque, tu vois. On vient à un moment de la conversation de ça se passe comment sinon avec les meufs et tout. Tu sais, on parle un peu de ma situation, la scène, et dire, ah, franchement, c'est compliqué. Les meufs aujourd'hui. On dirait qu'elles sont toutes matérialistes, elles ont toutes des exigences super élevées, tout ça. Et je comprenais ce qu'il me disait, tu vois. Et à un moment donné, je lui demande vraiment, je lui dis, je comprends tout ce que tu dis. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a toutes ces conversations matérialistes qui viennent de plus en plus sur le débat public, tu vois. Ça devient un sujet. Mais en même temps, est-ce que la question ne peut pas se poser, tu vois? Est-ce qu'on doit se contenter d'avoir une planque? Moi, je comprends le fait qu'on aille chercher la planque. C'est normal, tu vois. Tu cherches la planque pour pouvoir te sécuriser. Mais de là à faire carrière dedans, à te dire c'est bon, je suis calé, je m'arrête là. Est-ce qu'à un moment donné, en tant qu'homme, on ne peut pas avoir envie d'aller chercher plus? Et est-ce qu'on ne peut pas comprendre, et je parle d'homme avec un petit h, hein, est-ce qu'on ne doit pas accepter le fait que ta femme attend de toi plus, tu vois? Elle peut avoir des critères et elle doit attendre. Et je me dis que tant qu'on est dans l'ancien logiciel, c'est compliqué de sortir de ça, tu vois. On a été programmé dans un logiciel qui fait que c'est accepté d'avoir la planque. Alors que non, en fait, tu vois. Et si tu dois aller chercher plus, il faut que tu puisses te former à titre individuel et comprendre ce que tu peux donner au monde. Et tu vois, et être dans un certain état d'esprit qu'on essaye, toi et moi, de mettre en avant, tu vois, depuis très longtemps. Et on doit l'assumer, je pense. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire, mon frère. Je te jure, on peut parler là pendant 4 heures. Là, on dévie vers la masculinité, là. Mais en fait, ce monde-là, il est grave dur.
là, on arrive à un niveau de complexité qui fait que beaucoup de gens, tu vois, ont peur, tu vois. Et quand tu as peur, ce que tu veux, c'est la stabilité, tu vois. Tu te dis, j'ai la planque, j'arrive à avoir mes 2000, 2005, 3000 pour les plus chanceux, entre guillemets, sur fiche de paye. C'est bien. Net. Ouais, bien sûr, ouais, je parle en net. Ok. Et du coup, viennent ces histoires de femmes, de masculinité, de tout ça. Je sais pas, c'est vraiment une question d'état d'esprit, tu vois. Toi, tu as rencontré ton pote et moi, hier, j'ai été voir le film Fanon, du coup. Voilà, avec des gars, moi, tout ça. Et j'ai un frère avec lequel je parlais. Et il m'expliquait que, voilà, dans son taf, tu vois, c'est un peu complexe, etc. Mais j'aime beaucoup la mentale, tu vois, du frangin parce que, voilà, il est déterminé, etc. Mais il m'expliquait, tu vois, ce par quoi il passe. Et je l'écoutais et je lui disais, tu sais, est-ce que tu es conscient qu'aujourd'hui, avec les années d'expérience que sont les tiennes, tu as développé des skills que tu pourrais vendre, en fait, tu vois. Des skills, en fait, qui pourraient te rapporter 3, 5, 10 fois, 100 fois plus que ce que tu as aujourd'hui, tu vois. Et donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, on a parlé de ça. Et fin des fins, en fait, j'ai compris que, en fait, encore une fois, tout le monde n'est pas façonné de la même façon. Et il y a des gens. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais oui, parce qu'il y a, en fait, c'est sur la dimension de risque. Il y a des gens, tu vois, dans son cas, il est père de famille, il a 2 enfants, il a son appartement, il a sa femme. Et en fait, il y a des gens qui sont mis dans une réalité qui fait que je ne peux pas me permettre la moindre instabilité dans le cadre que je me suis construit, en fait, tu vois. Moi, je pense qu'il faut déprogrammer le cerveau. Parce que tu peux pas être, tu peux pas être bloqué dans ce genre d'état d'esprit. Pareil, j'ai eu la conversation avec un autre proche. Il me dit, il travaille dans l'informatique, tu vois. Il installe essentiellement dans les entreprises des trucs informatiques. Et il dit que pour pouvoir level up dans son taf, il faut qu'il puisse se développer dans le coding, tu vois. Et donc, il attend d'avoir la bonne promotion dans son taf pour lui permettre d'apprendre ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais déjà ce Mais que en j'en pense. 2025, si tu veux avoir ces skills-là pour pouvoir prétendre à un meilleur salaire, forme-toi sur YouTube. Non, mais... Tu vois ce que je veux dire? Et ça s'apprend. Il n'y a pas de raison que tu sois bloqué là-dedans, tu vois. Ça s'apprend. Et cet état d'esprit d'entrepreneur, tout le monde doit l'apprendre à titre individuel. Parce que ça te permet de pouvoir façonner ta vie. Et tout le monde a les aptitudes pour ça. J'écoutais un mec qui a une boîte valorisée à plus de 150 millions qui disait en fait aujourd'hui sa boîte elle est worldwide et il disait que il est français, qu'il adore son pays, mais là où il tournait sa vidéo il était aux US en fait, il vit aux US et il disait, pour paraphraser hein, parce que c'était une longue vidéo, mais en gros il disait l'état d'esprit qu'on nous a inséré en France, cumulé à ce filet de sécurité qu'est la sécurité sociale, les aides, le RSA, le France Travail, si jamais tu perds. Tout ça là, en fait, fait que, en fait, t'as pas les crocs. Parce que tu as toujours le moyen de te dire, bon, ben, je pourrais me raccrocher à ça. Hein? Aux US, t'as pas ça. La mentalité de la bonne planque. Voilà. C'est soit tu casses le plafond, soit tu es en bas, tu vois. Et du coup, il n'y a pas de demi-mesure ou de côté un peu tiède de ouais, t'as vu, je suis bien dans mon taf. Non, c'est soit tu fais le max, soit tu es KO, tu vois. Et moi, je sais que, au-delà de cette mentalité française, un jour, il y avait un mec qui m'avait dit ouais, mais comment t'expliques que voilà, tu as réussi à avoir le parcours que tu as fait ce que tu as fait, etc. Et je lui ai répondu simplement, je lui ai dit frérot, c'est parce que moi, j'ai toujours été dans l'idée de me dire que j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et c'est pas forcément pour avoir la dernière caisse. C'est pas pour vivre dans le dernier penthouse. Pardon. C'est pas pour tout ça. C'est pas pour une question de matériel. C'est que j'ai une vision qui veut que je veux plus pour moi, je veux plus pour les gens que j'aime. Et il y a le fait d'accepter le risque aussi.
Mais de toute façon, tu n'as T'acceptes pas le de, flux tendu. tu quand n'as pas de décides. reward Hmm. sans risque. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, Mais les cette gens notion de risque, elle fait froid dans le dos à la Et plupart c'est des ça personnes. le problème. Et tu vois, avec le temps, je te jure, frérot, ça, j'arrive à le comprendre quand même. Parce que, encore une fois, quand on parle d'entrepreneur, on voit tout de suite la Maserati, le penthouse. La réalité, c'est que 95% des entrepreneurs ne vivent pas ça. La vérité, c'est que 95% des entrepreneurs ne vivent pas ça. C'est vrai, mais je pense que l'objectif, quand tu deviens entrepreneur, et ça, c'est pour ça que nous, les entrepreneurs, on se doit aussi de mettre en avant d'autres choses que ce que tous les entrepreneurs ont mis en avant jusqu'à 100%. aujourd'hui, parce que être un entrepreneur qui a réussi, ça ne veut pas dire avoir la dernière Maserati et Voilà. faire des voyages en hélicoptère Voilà. et avoir la dernière Rolex, etc. C'est pas ce que ça veut dire. Être entrepreneur, ça veut dire entreprendre, réussir à gagner ton indépendance financière, voir ta liberté financière. Et ta liberté financière, tu la jauges par rapport à un objectif de vie que tu te fixes et tu n'es pas obligé d'atteindre des millions, des milliards, etc., tu vois. Tu vois. On Je se suis doit de d'accord. sensibiliser aussi sur ça parce que c'est pas nous ce qu'on met en avant. Mais il y a énormément de personnes qui réussissent en entreprenant et vous en entendez pas parler. C'est ça. Moi, je veux vraiment être très précis dans le sens du discours, tu vois, qu'on donne. À qui est-ce qu'il s'adresse? Il s'adresse à ses salariés qui se lèvent le matin avec une boule dans le ventre, qui se lèvent le matin en étant persuadés qu'ils n'exploitent pas leur plein potentiel, qui se lèvent le matin en se disant « ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que j'ai ce projet, mais j'ai jamais osé ». C'est à eux qu'on parle. On ne parle pas du salarié qui est très content de son salaire, qui est très content de son taf, qui adore ses Moi, collègues. je lui parle. Je lui parle Ah bon, aussi ben à voilà. ce salarié. Ok. Parce que demain, ce salarié, il a 70% de chances de se retrouver au chômage. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui va remplacer ton job avec les robots. Voilà pourquoi je parle à cette personne. C'est ça qui a changé aujourd'hui, tu vois. C'est qu'avant, là où il y avait que les personnes qui avaient la boule au ventre, demain, même les personnes qui aiment leur boulot de salarié risquent de le perdre. Et Ah. c'est pour eux-mêmes que je suis inquiet. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ben, en fait, on le sait. On le sait. Qu'est-ce qu'ils vont Ben, il va avoir le salaire universel. faire? Ouais. Ah, mais oui, non, mais en fait, tu sais, c'est une réalité. Il y a des gens, et d'ailleurs, ça appelle une question que je te poserai tout à l'heure, mais nous, on essaie de regarder le monde et quelque peu de le décrypter, tu vois. Il y a une tendance qui est en train, qui est en train clairement là, de se dessiner. Et elle est celle que tu viens de décrire. Mm. Tu as énormément de gens qui n'en ont pas conscience et qui continuent à vivre comme en 2000, comme en 90, Et ces personnes-là, malheureusement, bah, frérot, tu vois, elles n'auront pas pris la vague. Et tu sais, moi je mets des disclaimers parce que c'est important ce que tu viens de dire, tu vois, par rapport à ces personnes-là. Mais il existe des gens qui, à l'heure où on parle, tu vois, aiment leur job, aiment leurs collègues et sont très satisfaits de leur salaire. Ok, tu vois. Même si je suis encore une fois d'accord avec toi. Mais moi, mon propos, c'est de dire, les gars, on l'avait évoqué d'ailleurs dans un podcast, le fait que je suis entièrement persuadé que les personnes qui ne vont pas au bout de ce qu'ils doivent faire sur cette planète, sachant qu'on a un temps compté, c'est un péché. Mm. C'est un péché contre eux, c'est un péché contre les gens qui ont besoin de leur lumière. Mais ils s'en rendent pas compte. Parce que il faut payer l'EDF, il faut payer tout ça, tu vois. Et encore une fois, tu as plein de gens aussi qui sont noirs ou gris, alors que pour ce qui est en tout cas de se lancer en entrepreneuriat, on est dans le meilleur pays du monde pour ça. Justement par rapport au filet dont on a parlé tout à l'heure. Personne ne te dit d'arriver lundi et de mettre ta dème, C'est clair. tu vois. Tu peux, pour certaines personnes, réussir à négocier une, comment on appelle ça, la rupture conventionnelle. Pour d'autres personnes, tu peux réussir en fait à faire en sorte de t'arranger avec ton boss pour que il te vire et derrière prétendre Enfin, il y a des Je crois même méthodes. qu'il y a des entreprises qui payent des formations aussi. Bien sûr, tu peux faire une année sabbatique et trouver. En fait, il y a tellement de choses à faire. Mais par contre, l'idée, c'est de dire que au sein de notre communauté, nous avons besoin de la lumière de personnes qui sont en capacité de faire. Mm. Et c'est pas pour nous faire des virements. C'est pour elles. Parce que des familles fortes, des familles costauds, notamment sur le plan pécunier, c'est pour l'ensemble de la communauté, mais un levier extraordinaire. Mm. Je pourrais développer encore, hein, tu vois. On a l'un des membres de l'AES, je parle du président du Burkina, qui a encore esquivé une tentative d'assassinat. Mm.
Et on va dire, mais quel rapport avec... Mais le rapport, c'est qu'à un moment donné, si on est tous puissants individuellement sur le plan financier, on peut peut-être s'asseoir en se disant, venez, on s'assoit quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pas juste, qu'est-ce qu'on peut faire et on discute. Non, c'est, t'as vu, ok, on met ça. Ok, ben là, on a levé 35 millions. On envoie là-bas. Tu sais, hier, je parlais avec un frère et je disais, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, ça, c'est encore un autre débat. Mais t'as plein de personnes qui sont de confession juive qui envoient de l'argent à l'armée de Tsahal. Tu vois, ils sont pas dans ouais, venez, on se réunit, on discute et tout. Non, ils font énormément de tal et une partie, un pourcentage de leurs revenus sont envoyés à l'armée qu'ils défendent politiquement, comment on appelle ça là, sur le plan de la vision, etc. Idéologiquement, voilà, c'est ça que tu vois. Et on peut le discuter, chacun pense ce qu'il veut, mais concrètement, ils sont dans les faits, ils sont dans le factuel. Quand est-ce que nous va arriver à ça? Au fait de pouvoir nous asseoir parce que nous sommes puissants individuellement sur le plan pécunier pour dire, ben voilà, telle action que nous voulons mener, on a levé 35 millions, on a levé 50 millions. Quand on décidera de sortir de notre planque. 50 milliards de dollars a été transféré de l'Europe vers l'Afrique en 2023. On attend les chiffres là 2024. 50 milliards de dollars. La communauté afro a envoyé de l'Europe vers l'Afrique, 50 milliards de dollars. Je le répète au cas où les gens n'avaient pas... 50 milliards du coup 50 milliards, mon frère. 50 milliards. 50 milliards. C'est une étude là d'une antenne de l'Europe là qui a sorti ça. Frangin, à un moment donné, on peut pas dire on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent. Organisons-nous, tu vois. Et ça doit passer par des personnes qui font. Tu vois. Moi, je voulais te poser une question parce qu'on a évoqué l'école. Quelle projection, du coup, tu fais de l'école pour le King? Qu'est-ce que tu attends de lui? Au-delà de ce que tu attends de l'école, qu'est-ce que toi, tu attends de lui? Est-ce que tu attends justement qu'il aille faire ses grandes écoles? Est-ce que qu'est-ce que tu attends de lui là-dessus? C'est une vraie question parce que, tu sais, je parle avec beaucoup de certitude, mais il y a aussi beaucoup de doutes dans ce que je dis, tu vois. Le doute, il est que j'ai beau avoir mes certitudes, j'ai pas toutes les connaissances du monde et j'ai pas envie de foutre la vie de mon gosse en l'air ou de le mettre en danger ou de ne pas comment dire, ou de le mettre en difficulté par rapport à l'adulte qui deviendra, tu vois. Parce qu'en tant que parent, ton rôle, c'est de pouvoir accompagner ton enfant au mieux vers l'âge adulte. Mais j'essaie quand même de pouvoir l'aider à grandir avec la vision la plus juste que j'ai du monde. Et en l'occurrence, si tu fais bien de poser la question, parce que là, il va avoir 3 ans et la rentrée scolaire elle se fera à partir de septembre. Alors, on fait cette émission, on est au mois d'avril. Et j'ai vraiment pris le taureau par les cornes. Déjà, d'une, je l'avais dit, pour moi, le dernier délai pour que je puisse bouger en Afrique, c'était lorsque mon petit rentrerait à l'école. Donc, mon petit fait sa rentrée en septembre. En septembre, j'habiterai en Côte d'Ivoire. C'était le dernier délai, j'y serai. Et il était hors de question pour moi que je le mette dans un système où il apprend la même chose qu'il apprend dans le système classique. Donc, pour l'instant, je le mets à Montessori. Je ne dis pas forcément que Montessori, c'est l'encadrement idéal. À vrai dire, j'en ai aucune idée. Mais de tout ce que j'ai vu, c'est ce qui correspond aujourd'hui le plus à mes valeurs, d'autant plus qu'il a 3 ans, tu vois. Et que j'estime qu'à 3 ans, le plus important pour moi qu'un enfant puisse apprendre, c'est pas comment devenir le meilleur élève modèle d'excellence ou je sais pas quoi, mais c'est qu'il puisse développer un amour pour l'apprentissage. Et c'est ce qui est mis en avant de ce que j'ai vu aujourd'hui à Montessori. Même si je sais que celle qu'on a accueillie la semaine dernière trouve que c'est mignon, Montessori. Moi, c'est quelque chose qui m'a fortement attiré. Et pourquoi pas derrière lui apporter aussi un programme avec Clésis, etc., lorsqu'il pourra suivre ce programme, voilà, avec des choses complémentaires. Mais pour l'instant, j'ai opté pour cette option-là, quoi. Mais moi, je disais, septembre, ça reste le futur, mais vraiment, tu vois, quand il aura 10, 15, 20 ans, 30 ans, tu vois, qu'est-ce que tu attends de lui, de son parcours scolaire voilà, quelles sont tes projections là-dessus? Pour moi, si mon enfant développe son amour pour l'apprentissage et qu'il arrive vraiment demain à se développer des compétences, des connaissances, des certitudes,
S'il y a 10 ans, il me dit, papa, je veux plus aller à l'école, je lui dis, d'accord, mon fils, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux faire? Et on y va. C'est ça ma Voilà. philosophie. Et encore une fois, c'est peut-être des paroles de mecs qui ont drop out, hein. C'est possible, hein, tu vois, mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais persuadé que, je le dis comme je le pense, hein, que j'avais des chances de finir à la rue. Vulgairement, on dit clochard, parce que je n'avais pas réussi à l'école, tu vois. Et la vie m'a plus que démontré que, grâce à Dieu, c'est pas ce qui s'est produit. Et que c'est très important de faire confiance à son ressenti, à ses sensations. Tu sais, dans la Bible, il est dit que Dieu n'abandonne même pas les pigeons. Tu sais, ils trouvent toujours de quoi manger, en fait, tu vois. C'est des pigeons, ils n'ont pas de cervelle, mais ils mangent, tu comprends? Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, moi, je sais que ce que je veux lui apporter, c'est le fait d'avoir à comprendre, tu vois, dans les grandes lignes, les opportunités. Les opportunités. Tu vois, il a 11 ans, c'est un bousier de Fortnite. Je veux lui prendre un coach, Fortnite, parce qu'il y a des compétitions. Le mec qui arrive, qui gagne la compétition, il fait pas loin de 2 millions, tu vois, de prize pool, tu vois, dans sa poche. Mais mon fils, il est bousillé de ça, frérot, il n'y a pas de problème. En fait, je veux qu'il puisse exprimer son plein potentiel, école ou pas. C'est-à-dire que si lui, c'est dans l'école, c'est pas la direction qu'il prend visiblement. Mais si en tout cas c'est dans l'école, vas-y frérot, tu vois. Je veux lui payer les meilleures écoles possibles, tu vois. Mais si c'est, là pour le coup, aujourd'hui c'est les jeux vidéo, peut-être que demain ça sera dans le sport, peut-être qu'après-demain ça sera dans la robotique. En fait, je veux qu'il puisse exprimer véritablement ce dont il a envie, parce que je crois que c'est par ce biais-là que tu trouves ton chemin. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des gens en fait qui adoraient la littérature et qui se sont dit je veux devenir prof, tu vois. T'en as, ça a été la philosophie, t'en as, ça a été l'astronomie, t'en as, ça a été... En fait, mais comment tu... En fait, il faut... On vit pas longtemps, putain. L'amour de l'apprentissage. Mec, c'est ça le plus important. La connaissance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je n'ai aucune ambition pour le petit. Quant à une éventuelle, j'en ai rien à faire de ces diplômes. Parce que pour moi, la valeur, elle n'est pas là, tu vois. Et c'est vrai sur le plan personnel, parce que moi, je savais que je faisais plaisir à mes parents. J'aurais fait plaisir à mes parents si j'avais eu de grands diplômes, tu vois. J'attends pas de ça de lui. Et je sais, en plus, que malgré ces grands diplômes, c'est pas ce qui m'aurait garanti le fait d'avoir une vie exceptionnelle, tu vois, en termes de revenus, etc. Par rapport à ce que j'ai pu connaître, tu vois. Donc, j'ai une ambition, moi, pour lui, c'est qu'il puisse se trouver. Bien, voilà, c'est exactement ça. Qu'il puisse se trouver en tant qu'individu et donner au monde. Et je pense que ça, ce sont des sujets qui prendront de plus en plus d'importance, étant donné qu'aujourd'hui, les sales boulots seront de plus en plus remplacés. Qu'est-ce que la plupart des êtres humains feront le jour où les tâches ingrates seront faites par un robot ou par une intelligence artificielle? C'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fera de notre quotidien? On sera toujours là, hein, physiquement, tu vois. Là, c'est là qu'il va falloir, pour moi, mettre en avant le fait que nous ne sommes pas que des machines à travailler. Nous ne sommes pas que ça. Il y a chez nous une part physique, une part d'interaction entre êtres humains. Il y a aussi une part spirituelle, il y a une part artistique, créative, etc. Et ça, là, c'est... Moi, je suis sûr que c'est le monde de demain. Et nos enfants seront de plus en plus dedans. Clairement, clairement, clairement. C'est à toi ou à moi, là? Je sais même plus. Je crois que c'est toi qui as posé la question. Je suis tombé sur un article qui traitait de la manière dont il était possible de décrypter des humains, tu vois. Et en gros, ils sont partis sur deux grandes typologies de personnes. Tu as ce qu'on appelle les present focus. Les present focus, ce sont des personnes qui sont, pour le coup, comme son nom l'indique, focus sur le moment présent. Et tu as ce qu'on appelle les futur focus, qui sont, elles, plutôt des personnes qui sont très axées sur l'atteinte de leurs objectifs, etc. Tu vois. Et on dit des present focus que ils auraient pour la majorité évolué dans un environnement facile,
avec un accès plus ou moins simple à tout. Lorsque pour les futurs focus, bah, ils ont plutôt évolué dans un environnement difficile où il leur a fallu se donner et surtout développer une vision dite long terme, tu vois. Et comment est-ce que ça se traduit dans le comportement ou dans le caractère? C'est que les présents de focus, souvent, on dit que c'est des personnes qui vivent l'instant, qui sont épicuriens, qui recherchent le plaisir court terme, qui vont souvent être impulsives, tu vois. Ça, c'est le côté un peu négatif. Et c'est des Les personnes... présents focus? Ouais, Impulsif, ok. tu vois, impulsives. Et c'est des Intéressant. personnes aussi qui peuvent être souvent addictives, tu vois, à tout ce qui est drogue, alcool, cigarettes, cannabis, etc., tu vois. Et les futurs focus, on dit que ce sont des personnes qui vivent que pour une chose, c'est pour leurs objectifs. C'est des personnes qui sont relativement disciplinées et qui vont rejeter tout ce qui est gratification immédiate. C'est des personnes qui vont prendre soin d'elles, qui sont très axées sur leur carrière. Et le côté négatif de ces personnes, c'est que souvent, elles vont avoir du mal à développer des relations personnelles, tu vois. Parce que trop dans le focus. Sur le plus tard. Ouais. Sur le L'objectif. futur, c'est ça. Et du coup, moi, ça m'a... En fait, je me suis... Mes frérots, pris la tête toute la soirée, tu vois, en tournant ça dans ma tête. Je me suis dit, mais tiens, vas-y, pose la question, frérot. Est-ce que toi, des caractéristiques que je t'ai données, tu te vois plus comme une personne dite présente focus ou futur focus? Ça m'étonne qu'ils ne parlent pas des passés focus. Ouais, non, c'est vrai. Parce qu'il y en a. Ouais, c'est vrai. Qui sont nostalgiques, de qui fous vivent qui dans, vivent ouais, dans c'est le vrai. passé, tu C'est vois. vrai. Vraiment qui vivent dans le passé. Bon, Dieu merci, je ne suis pas passé Hmm. focus. À une époque, j'étais vraiment futur focus, ça c'est clair. Et je pense que c'est. Je pense que quand tu sens que tu n'es pas satisfait de ce que tu as maintenant et que tu projettes des choses, tu es obligé, à certains moments de ta vie, d'être futur focus. Mais c'est pas sain. C'est pas sain parce que tu n'as qu'une vie et que parfois, à force de vivre dans ce que tu veux avoir, tu en oublies ce que tu as. Et la vie, c'est quelque chose de fragile, tu vois. Et moi, j'ai eu ma vraie piqûre de rappel. En vrai, j'aurais pu te dire que j'ai eu ma piqûre de rappel à une époque où j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la vie. Mais en fait, c'est surtout au moment où j'ai failli mourir, tu vois. Je t'en ai déjà parlé. Mais le jour où j'ai failli mourir et que j'ai vraiment cru à ma mort, je me suis vu mourir, j'ai compris que j'avais qu'une vie et que peu importe ce que je veux d'un point de vue matériel, il faut savourer ce que tu as maintenant. Et ça te force à vivre dans le présent. Ça a fondamentalement changé ma vie et ma façon de voir les choses, tu vois. Et ça m'a permis de relativiser aussi. Parce que le vrai plaisir ne se place pas dans ce que tu voudrais. Il se place dans ce que tu as. Et combien de fois on a vu des personnes dire que j'ai tout fait pour atteindre tel truc et une fois que je l'ai atteint, ben finalement, ouais. Tu vois. Ça veut bien dire que se sentir bien avec ce que tu as, ce n'est pas. Se sentir bien dans ce que tu as, ce n'est pas une fois que tu as atteint un objectif ou un désir, c'est vraiment. C'est même pas dans ce que tu as, mais c'est dans ce que tu es. Tu vois. Et ben, ça m'a permis d'être. Le fait de comprendre que j'avais qu'une vie. Donc, moi, clairement, je suis un présent focus. Hmm. Mais un présent focus qui a appris la sagesse. Donc, je suis plus trop impulsif. Hmm. Et justement, parce qu'il parle d'impulsivité et il parle aussi sur les aspects négatifs. Donc, il y a l'impulsivité, mais il y a aussi la dimension addict, tu vois, à tout ce qui pourrait être, je ne veux pas dire psychédélique, mais tu vois, les drogues, l'alcool, tout ça. Est-ce que tu as eu une période de ta vie où Oui, ça oui. t'a... Ouais. Alors, je savais pas que c'était parce que j'étais présent focus, mais moi, avant, j'étais. Non, mais parce qu'il dit c'était épicurien et le fait de, tu vois, des plaisirs, tu vois, de la vie, de la chair, et donc ils associent ça, quoi. Bah, je suis pas forcément d'accord, tu vois. J'ai eu Mm. une période faite Mm. où j'ai beaucoup bu. J'ai même eu une période où je fumais la cigarette. Dieu merci, c'est derrière moi. Mm. Mais bon, joint de temps en temps, ça. Ne fumez pas. C'est pas bien. Mais voilà, ça peut encore m'arriver. L'alcool, pareil, de temps en temps, ça peut m'arriver. Mais non, moi, je pense que être addict, c'est avant tout une nature, tu vois. Parce que je suis focus sur mon moment présent, mais je suis parfaitement conscient que c'est en ayant un moment présent sain que j'aurai des moments présents
bien le plus longtemps possible, tu vois. Ça veut pas dire que je suis focus sur ce qui va se passer dans le futur, mais dans mon moment présent, je prends en compte le fait que j'ai un futur et que dans chacun de mes futurs, je vivrai ce moment présent. Donc, je suis concentré. C'est comme quand je vais au sport aujourd'hui. Je prends plaisir à aller au sport et je sais que ça va me mettre bien pour demain, mais c'est avant tout le plaisir du sport maintenant, tu vois. Je suis pas dans le sacrifice de je fais du sport maintenant pour être bien demain. Non, j'essaie de prendre du plaisir maintenant et je sais que ça va me faire du bien demain. Et donc voilà, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec le fait que quand tu penses qu'au moment présent, tu penses pas au lendemain, tu vois. Je pense qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, mais je pense que c'est pas le seul moyen de fonctionner. Je pense que de toute façon, l'humain, il est quelque peu complexe et t'es pas 100% présent focus et 100% futur focus. Je pense que, tu vois... Mais je pense qu'il y a des dominances quand même. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a des dominances qui font que... Mais dans les grandes lignes, tu vois, tu te définirais plutôt présent focus. Toi, tu dirais que je suis quoi de ce que tu vois de moi? Ah, je pense que tu es un futur focus. De malade. De malade mental. Moi, c'est vrai que clairement... Je t'ai très rarement vu satisfait. Ouais, vraiment, mais vraiment, tu sais, satisfait, genre. Ouais. Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure doit expliquer ça aussi, c'est que j'ai toujours couru après une forme d'idéal que je m'étais construit dans ma tête. Et c'est pour ça que j'aime bien l'image que tu as donnée du sport, parce que moi, c'est tout l'inverse. En fait, j'arrive à prendre du plaisir dans le sport. Mais moi, ce qui m'a mis au sport, c'était mes objectifs futurs. C'est-à-dire que je m'entraînais en ayant la projection de l'image que je voulais refléter grâce à ce que je faisais, tu vois. Et pas parce que sur le moment, j'aimais les curls que j'étais en train de faire, tu vois. Et ça, c'est vrai dans toutes les sphères de ma vie. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé, parce que du coup, ça m'a fait tourner la tête. Cogiter, parce que même dans ce qu'ils ont dit de la partie négative de ce que cela présente, parce qu'ils te disent du coup que tu es discipliné, alors je me sens pas plus discipliné que ça. Par contre, je peux être concentré, tu vois. Je peux être vraiment focus sur du travail en deep work, mais c'est pas quelque chose que je vais faire, tu vois, sur le long terme, tu vois. En revanche, sur la partie des relations avec les autres, ouais, ça m'a énormément joué des tours, parce que déjà, en fait, t'es pas sur la même fréquence que les gens, tu vois. Et dans mes relations perso, c'est à un moment donné, frérot, quand est-ce que t'es avec nous, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Attends, c'est quoi l'état d'esprit d'être un futur focus par rapport au rapport que tu as avec les autres? En fait, le problème, c'est que tu ne peux pas te satisfaire du moment présent. Tu ne te satisfais pas de ce que tu as. Et tu es toujours dans l'idée de te dire que ça sera mieux quand on sera là, ça sera mieux demain. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est quelque chose que la personne, elle peut entendre une fois, 10 fois. Mais quand c'est un état d'esprit, c'est à un moment donné, quand est-ce que tu kiffes? Quand est-ce que tu es avec moi? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je sais que dans le rapport que j'ai avec ma femme aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a énormément fait du bien. Parce qu'elle est présente, focus, mais de malade. Tu vois ce que je veux dire? Et précisément, ça m'a fait comprendre que il fallait que j'arrête, tu vois, d'être dans cette course effrénée, parce que c'est un jeu sans fin, parce que ça peut être... Alors, j'ai jamais eu l'impression, pour le coup, de tomber là-dedans, mais je pense que ça peut te mettre, tu vois, dans des états dépressifs, etc. Franchement, j'ai jamais eu l'impression de tomber là-dedans, mais je sais que je suis un acharné et que, jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai toujours obtenu ce que je voulais dans la vie, tu vois. À chaque fois que j'ai voulu quelque chose, je me suis toujours donné les moyens de l'obtenir. Alors, le gros fail de ma vie, c'est ma carrière de musique, parce que j'ai jamais réussi à devenir chanteur comme je le souhaitais. Mais bon, j'ai quand même chanté au Stade de France, j'ai rencontré des gens que je voulais rencontrer. J'ai eu mes petits accomplissements, tu vois, même si j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire là-dessus. Mais hormis ça, franchement, j'ai toujours eu ce que je voulais, tu vois. Je me suis toujours donné les moyens, parce que je suis toujours dans l'idée de me dire, vas-y, là, je trouve, parce que demain. Et je pense que ça a du bon comme du mauvais. Mais je pense que la réalité et la vérité, elle est dans ce que tu as dit tout à l'heure et dans ce que me dit ma femme tout le temps. Je pense que... Moi, je parle de bonheur, tu vois. Je pense que le bonheur est dans le fait d'avoir à prendre conscience que tu es en train de vivre là, que tu respires, tu vois. Que tu es en train de kiffer ce plat-là, que tu es en train que tu as la main dans la main de la personne que tu aimes. Tu médites? Non. Clairement, non. Et je sais que c'est quelque chose dont on a parlé à une certaine époque. Mais... Quand tu dis non comme ça veut dire... non, mais parce que tu sais comment je suis, tu vois. C'est vrai que j'arrive pas... Je sais comment t'étais, Charles, mais je crois en ton changement potentiel.
Mais pour ça, il faut que la personne, tu vois, y croit elle-même, tu vois. Mais oui, pourquoi tu crois pas alors? Parce que, en fait, je pense que tu exerces des changements quand tu crois en ce que tu fais. Mais pour Je toi, n'ai c'est jamais. quoi la Mais parce qu'en méditation? fait, je ne crois pas. Enfin, Pour toi, c'est quoi la méditation? Tu dis tu ne crois pas. Tu crois que c'est un sort magique? Non, je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt. Et pour le coup, j'ai testé, tu vois. Peut-être pas assez longtemps, mais j'ai testé. Tu vois ce que je veux dire? Et j'arrive pas à. Je ressens pas la plénitude en question. En fait, je vois pas l'intérêt, tu vois, tout En fait, simplement. Faut pas attendre que ça vienne. Tu vois, c'est pas dans le fait d'avoir la méditation, mais c'est un état d'être. C'est un moment où tu t'arrêtes, tu fermes les yeux, tu respires et tu es présent. Et justement, le but du jeu, c'est d'apprendre à être bien. Parce que c'est inconfortable. C'est très inconfortable au début. Mais le jour où tu apprends à être bien comme ça, ben là, tu es vraiment connecté à ton moment présent. Et si tu arrives à être bien en fermant les yeux et en te contentant d'être là, en respirant, tu es bien dans n'importe quelle situation. Je pense que ça peut être un moyen. Je sais que ma femme, elle ne médite pas et pour autant, elle a cette capacité-là, tu vois. Oui, Et c'est un muscle, elle est déjà musclée, quoi. c'est ça, en fait. Maintenant. Je te dis ça parce que moi, c'est comme ça que ça a commencé, que j'ai pu. Ça m'a vraiment ouvert sur cette voie-là, tu vois, encore plus. Je pense que je suis quand même quelqu'un qui suis sur le moment présent, mais ça m'a encore plus permis de prendre conscience de ce que c'est le moment présent. Tu vois, c'est ce moment-là qu'on partage maintenant. Et la méditation, ça te permet de reconnecter et de connecter, de prendre conscience de ça facilement, régulièrement. Tu vois, si tu arrives à être bien avec toi-même en fermant les yeux, tu peux être bien dans n'importe quelle situation. Tu vois, tu dis que tu as toujours fait le nécessaire et que tu as toujours réussi à atteindre tes objectifs. Sauf que le débat, c'est pas est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs. Le débat, c'est est-ce que tu as réussi un jour à être bien. Parce que tu as atteint un objectif, mais au moment où tu as atteint un objectif, tu en avais plein d'autres que tu n'avais pas encore atteint. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais non, du coup, t'es pas bien. T'es pas bien parce que je me rappelle d'une anecdote où j'arrive à m'acheter la voiture de mes rêves et ça fait une semaine que je l'ai. Et je vois un pote, du coup, et je suis dans la voiture et je dis, ouais, mais tu sais quoi, la prochaine, tes trucs. Et à un moment donné, il met sa main comme ça sur moi et me dit, eh, frérot, t'es sérieux là? On est décapoté, on est en plein été, t'es dans la voiture truc, et t'es en train de me dire, ah, je suis déjà, déjà, t'as vu, tu vois ce que je veux dire? Et, et tu vois, je te parle de ça, ça m'a marqué en me disant, mais c'est vrai que, j'allais dire, je suis un ouf. Oui, peut-être, tu vois, mais en gros, ouais, mec, t'es pas capable de te dire, eh, vas-y, là, profite en fait. T'es déjà dans un autre truc, tu vois? Et ça, t'en prends vraiment conscience quand tu te rends compte de ce qu'est la vie. J'ai failli mourir, frère. Failli mourir, ça veut dire que du jour au lendemain, tu te rends compte que tu ne peux plus être là. Mm. À côté de gens que t'aimes, à côté de. Ouais, bien Tu n'es sûr. plus là. Et on peut dire ce qu'on veut sur la mort, mais on ne sait pas ce que c'est. Tu n'es plus là. Tu ne vis plus. Mm. Plus qu'on connaît, en tout cas, tu vois. Et si c'est vrai pour toi, c'est vrai aussi pour les autres. Bien sûr. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus effrayant que de perdre des personnes proches, tu vois. Mm. Et ce moment que tu partages avec ton proche, là, tu peux projeter un truc de fou dans 5, 10 ans, mais rien ne te garantit qu'il sera là. Donc, effectivement, c'est important de vraiment profiter de ce moment-là. Et moi, je pense que le présent focus, peut-être que c'est une nature et qu'on est tous portés vers le passé, présent, futur, mais ça doit être un travail, tu vois. C'est comme si la ligne, elle est là. T'en as qui sont là, t'en as qui sont là, t'en as qui sont là. On doit travailler pour être un maximum présent. Maintenant, il ne faut pas être que là. Il faut prendre en considération le fait qu'il y a un futur, il y a un passé. Tu dois prendre connaissance du passé pour pouvoir avoir un meilleur futur. Oui, tout ça, ça doit être dans la matrice. Mais le présent, c'est maintenant, tu vois. Je suis beaucoup en anticipation dans tout. Et je me souviens quand on a fait le Nekao Gala, Gwenej, elle a rapporté qu'à un moment donné, en une phrase, tout tu vois, la petite tension qu'elle pouvait avoir et tout, en une phrase, tu lui avais fait disparaître ça en lui disant juste, hé, profite. Elle est montée sur scène, elle allait commencer son truc et tout. Tu vois, donc les épaules, elles étaient un peu montées, tu vois, levées. Et juste, tu lui as dit ça et truc. Et je pense que c'est pour ça que je parle de bonheur, tu vois, parce que je pense que véritablement, tu sais, j'ai ressenti ça un jour. Je crois que je te l'avais déjà dit, peut-être que je l'ai même déjà partagé dans un podcast, je sais plus. Mais un jour, je me souviens, il devait être, je sais pas, 11h30.
Je sortais de la salle de sport. Moi, je suis dans un centre commercial, donc je sors du centre commercial et là, il y a le soleil qui me frappe le visage, tu vois. C'était côté gauche, je me rappelle très bien, c'était côté gauche. Et je marche comme ça et je respire. Je me dis, mais putain, tu vois, j'ai pas des millions. Il est 11h30. Tu as des gens qui sont au taf. Moi, je viens de sortir de ma salle de sport. Il fait beau. Et frérot, j'ai ressenti un sentiment de plénitude, Voilà. tu vois. Et c'est vrai que ça a été, bah, tu vois, je m'en rappelle parce que ça a été extrêmement agréable, tu vois. Extrêmement agréable. Et je pense que les gens qui arrivent, tu vois, à savourer, mais de façon continuelle, tu vois, des moments et des instants. Je m'en rappelle parce que, honnêtement, c'est pas mon quotidien, tu vois. Moi, je suis beaucoup dans, effectivement, l'anticipation, le demain. Mais je parle de bonheur parce que je crois que véritablement, les gens qui arrivent à goûter ça sont très proches du bonheur, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que c'est un exercice et que je t'ai parlé de la méditation, tu vois. C'est comme le sport. Tu peux t'entraîner à ça. Et pour moi, l'obligation, ça doit être de se réserver au moins 10 minutes par jour à apprécier ça, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas la méditation, c'est un moment effectivement où tu sors, va marcher, regarde le ciel, je sais pas, regarde la nature, les oiseaux, regarde les gens. Enfin, réserve-toi ce temps-là où tu t'alimentes tout simplement. C'est pas de la méditation, mais je sais que là, depuis à peu près une semaine, je suis dans un nouveau délire où je travaille à certains moments de la journée à couper toute distraction. Quand je dis couper toute distraction, c'est je vais aller prendre ma douche habituellement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma Marshall, je vais la mettre dans la salle de bain, je vais mettre du son, etc. Je mets pas de son, frère. Je mets pas de podcast, je mets rien. Juste, je me rase, je me brosse les dents, je prends ma douche sans rien, tu vois. Et il y a des moments comme ça. Tu vois, j'étais au sport il y a 2 jours. Dans la voiture, je mets pas de radio, je mets pas de trucs. Tu vois, des moments où juste, je reste avec moi-même parce que, en fait, déjà, j'ai entendu ça, effectivement, dans un podcast. Et même si la méditation, c'est quelque chose qui m'est quelque peu étranger, je pense que de se retrouver avec soi-même, ses propres pensées, ça peut même être salvateur. Mais bien sûr, bien sûr. Tu sais, on vit dans un monde avec tellement de bruit, De ouf. tellement de bruit. Trop de notifications, trop de... Laisse tomber. Ouais. Des fois, frère, je m'enfile des. Avec le x2, des fois, je m'enfile des 3 podcasts par jour de 2 heures. Ouais, clairement. Et j'ai la sensation que ça va me servir parce que j'ai soif d'informations. Mais le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Et la vérité, c'est que mes meilleures idées, je les ai eues sur des moments comme ça où j'étais pas dans le bruit, en fait, tu vois. Où limite, je suis même pas concentré. Je suis. À la fois, tu n'es pas là, mais à la fois, tu es présent aussi, tu vois. Et effectivement, c'est capital d'avoir ces moments où tu bulles, en fait, tout simplement. Et c'est super important, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. De malade. C'est à toi, je crois, hein? Ou alors tu veux qu'on passe à... J'avoue que j'ai pas été bon élève parce que j'ai pas relevé d'études de cas de la part de nos membres. Bon, ok, bon, c'est pas très grave. Du coup, si tu as une autre question... Laisse-moi regarder. Sinon, moi, j'en ai une. Hein. Bah écoute, si t'en as une et que t'as envie de la sortir, vas-y, let's go. J'hésite entre deux. Ah là là, j'hésite entre deux. Bon, vas-y. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure parce que là, on vient de parler du fait que tu arrives à être focus sur le moment présent, etc. On a beaucoup évoqué dans ce podcast l'importance au XXIe siècle d'avoir à créer du contenu, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Parce que si tu es salarié et que tu arrives à créer du contenu, tu arrives à développer une audience, tu ne te rends même pas compte comment, que ce soit au sein de ta boîte ou même auprès d'une autre boîte, tu peux valoriser de suite ton salaire x2, x3. Parce que tu as une communauté et que tu seras en capacité de communiquer favorablement pour les services de ton entreprise. Et toi, je sais que tu crées du contenu depuis un moment, depuis bien plus longtemps que moi. Et du coup, dans la création de contenu que tu as été amené à faire, tu as abordé l'acting, tu as été dans les débats via les funérailles, tu as créé du contenu éducatif. Et moi, la question que je voulais... parce que pareil, j'ai entendu un entrepreneur qui faisait référence à ça tout à l'heure là en venant. Et je me suis dit, tiens, je vais poser la question à Loïc, tu vois. C'est comment est-ce que toi, tu as réussi durant toutes ces années à gérer les haters ?
comment est-ce que tu les manages? Comment est-ce qu'au travers des différentes formes de création que tu as proposées aux gens, tu as géré ça? Et j'aimerais aussi que tu donnes du coup des conseils à des personnes qui aujourd'hui aimeraient créer du contenu, mais sont principalement bloquées parce qu'elles ont peur de la manière dont elles pourraient être jugées par leurs proches ou autres, tu vois, et notamment par ces haters. Comment toi tu gères ça? Je pense que j'ai été avantagé par quelque chose, malgré moi. C'est que, comme je suis quelqu'un d'assez visible, mais je te parle de visible même avant même les réseaux sociaux, hein. Depuis que je suis tout petit, quand on allait en centre commercial avec ma mère, elle me mettait des lunettes de soleil pour qu'on arrête de m'arrêter dans la rue, qu'on me demande d'où viennent mes yeux, etc. J'ai toujours été très visible. Les filles qui s'arrêtaient pour venir me draguer. Enfin, non, c'est une réalité. J'ai essayé de rester sérieux, je n'ai pas pu. Juste cacher ma voix aiguë. Mec, quand t'as 4-5 ans, c'est impressionnant, frère. Si, si. Parce que les filles, elles n'ont pas 4-5 ans, hein. Mm. Elles peuvent avoir 9, 10, Mm. voire même 18 ans. Ouais, magnifique. Même des mamans, des mamies même, tu vois. Tu sais, je te jure, mec, t'as envie d'être invisible, frère. En fait, tous ces regards que j'ai attirés, ça a aussi attiré beaucoup de jalousie, tu vois. Et j'ai donc été victime de pas mal de méchanceté étant enfant à l'école, etc. Et donc, j'ai été confronté à ces haters. Et donc, j'ai très vite compris que quoi que je fasse dans ma vie, il y a toujours des personnes qui vont me haïr. Et donc, j'ai appris à ignorer ces personnes. Donc, ça a été très facile pour moi sur les réseaux sociaux de ne pas prêter attention aux mauvaises critiques des personnes parce que j'ai été vacciné étant enfant où ça a été beaucoup plus frontal. Donc, même jusqu'aujourd'hui, ça me pose aucun problème. J'entends plus ça comme un bruit, comme un écho. Je prête quand même attention à ce que disent les gens parce que ça me donne des indicateurs sur ce que les gens sont capables de penser. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure sur la Oui. vidéo sur Oui. l'école et tout. J'y prête attention, Ouais. tu vois. Et d'ailleurs, je ne prends pas les gens de haut, hein, tu vois. J'écoute toujours ce qu'ils ont à dire parce que j'ai une oreille, j'écoute. Moi, ça me donne des tendances. Parfois, ça va influencer ce que je pense. C'est vrai, tu vois, une information peut m'influencer, hein, on ne sait pas. Et parfois, ça me conforte dans ma certitude. Et le plus souvent, ça me conforte dans mes certitudes. Mm. Et toi? C'est intéressant parce que tu as fait des millions de vues et qui dit millions de vues dit du coup la possibilité pour les gens de s'exprimer Pas idée, hein. en long, large et en travers. C'est De ce qu'ils personnes, pensent ah oui. de ce que tu as fait. Moi, j'ai pas eu la même attention que toi, clairement pas. Et du coup, moi, j'ai parlé tout à l'heure de la musique. Je me rappellerai toute ma vie du premier commentaire que j'ai lu négatif. Parce que les commentaires positifs, c'est fou parce que ils n'ont absolument pas la même portée. Ils te font plaisir, ils peuvent t'apporter de la dopamine, mais c'est sur un temps très court par rapport au message qui te démonte, tu vois. Et moi, je me souviens que le tout premier message... après, tu vois, on aime bien dire haters, mais en vrai, la personne a le droit de dire j'aime pas, tu vois. Et la personne avait dit je n'aime pas. Frérot, j'ai eu 72 heures de grippe carabinée, mon gars, sous mon lit. Je me suis senti tellement... C'est-à-dire que ça m'a... Et je te parle de ça, c'était il y a pas loin d'une vingtaine d'années, hein, parce que c'était à l'époque des Skyblogs, tu vois, des MySpace, pour ceux qui ont connu, tu vois. Mais, tu vois, je me suis lancé sur les réseaux sociaux ça va faire 3 ans, du coup, là. C'était en 2022. Et aujourd'hui, j'ai pris en maturité. C'est-à-dire que quand tu comprends... Tu vois, tu as parlé de jalousie, tu as parlé, malheureusement, de personnes qui, uniquement sur ton physique, c'est-à-dire des gens qui ne te connaissent pas, ne t'ont jamais parlé, en fait, ils t'ont amené à te juger négativement. Quand tu comprends, en fait, la psychologie humaine et que tu sais que c'est un spectre d'humains qui peuvent exister, franchement, il y a des choses que tu mets de côté, tu vois. Et je fais vraiment la distinction entre la critique dite positive, tu vois, où la personne a le droit de dire j'aime pas, tu vois, et la critique juste pour essayer de te piquer. Et aujourd'hui, du coup, ça fait 3 ans que je crée du contenu. C'est très drôle parce que 99% des messages dits négatifs vont glisser sur moi. Et il va y avoir 1% qui peuvent me trigger. Et tu sais, et je sais pas pourquoi ce message-là, il me touche au point que j'ai envie de répondre à... Alors, je n'ai jamais fait ça jusqu'à présent, tu vois. Je suis jamais rentré là-dedans parce que de toute façon, tu perds, tu vois. Et pas Des fois, je réponds, hein. Ah ouais? Ouais. D'accord. Quand je suis pas d'accord et que je sais que j'ai mon argument, tu vois. D'accord. Genre, quelqu'un, par exemple, sur
l'une de nos publicités qui tourne où je dis que on a un problème dans la communauté, c'est qu'on nous a empêché d'avoir une éducation financière et que c'est lié à notre histoire avec l'esclavage, la colonisation, etc. Et tu as un mec qui s'appelle Loïc, comme moi, mais qui est blanc, et qui me dit que j'ai le meilleur prénom du monde, mais que pour le reste, ce que je dis notamment par rapport à la communauté, c'est pas tant un problème de communauté, mais c'est surtout un problème de bas peuple, et que le bas peuple n'a pas accès à la connaissance, tu vois, etc., etc. En soi, enfin, son développement est partiellement bon, parce que, effectivement, le bas peuple n'a pas accès à la connaissance. Mais d'un point de vue pourcentage, qui compose le plus le bas peuple entre la communauté noire et la communauté blanche aujourd'hui? Soyons honnêtes, tu vois. Qui compose le plus le bas peuple, tu vois? Et en quoi moi, je pense que je suis sûr qu'il y Non, a mais plus de je vais noirs. te dire après ce que je pense là-dessus, mais Et, je vois totalement ce que tu veux dire en tout cas. et en quoi... Enfin, et en quoi... Enfin, je pense que c'est important aussi dans la vie d'un être humain de comprendre pourquoi, justement, bah, la plupart des personnes qui te ressemblent vivent ce que tu vives. Ça te permet de comprendre les choses. Et nous, hommes noirs et femmes noires, mettre de côté le fait qu'il y a 400 ans, 500 ans, on était des esclaves et que ça explique la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui, mettre ça de côté, je trouve ça totalement irresponsable, tu vois. On se doit dans nos vies de comprendre quelles sont nos racines. Ça nous permet de mieux comprendre où on en est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as tellement de noirs qui sont enfermés dans l'état d'esprit du les noirs n'y arriveront jamais, je comprends pas, on est maudit, je comprends pas pourquoi. Non, on n'est pas maudit. C'est juste qu'il y a une histoire qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'ai répondu à cette personne-là parce que j'étais sûr de ce que j'avais à lui répondre, quoi. Hmm. Ouais, non, moi je me livre jamais à cet exercice-là parce que je pars du principe dans tous les cas que j'aurais pas raison, même si je sais que j'ai raison auprès de cette personne. Ouais. Donc c'est de l'énergie, j'ai pas envie de gaspiller. Et d'autre part, je- moi en tout cas, c'est vraiment mon point de vue. À partir du moment où je prends la décision de répondre à cette personne, ça veut dire que je lui ai donné de l'importance. Et quelque part, c'est elle qui a gagné, entre guillemets, tu vois. Et c'est pas tant, Mais même après, si moi, c'était j'utilise. pas un hater, c'était plus une critique. Voilà, En c'était vrai. plus une C'était critique, plus tu une vois. critique, j'ai répondu. Tu vois, moi, je parle vraiment des haters. Les haters, Et ouais. pour le coup, j'arrête pas de dire gagner, perdu, mais je parle vraiment d'énergie, tu vois. Ouais, C'est ouais, que je ouais. pense qu'à partir du moment où tu commences à donner de l'énergie dans cette direction-là, dans tous les cas, c'est toi qui est perdant. Après, c'est un business model, hein. Tu vois, Oui, tu vois, pour moi, c'est un peu ce sur quoi surfent des personnes comme Alexis Chance, etc. C'est sur le business model du haters. Moi, je déteste, en fait, quand une masse de personnes s'en prennent à quelqu'un. C'est pour ça, tu vois, le cas Drake, j'ai défendu. Tu vois, moi, je défends Drake. Je ne supporterai jamais de voir des personnes ingrates qui ont tous whiné et dansé sur les sons de Drake il y a moins de 5 ans et qui aujourd'hui viennent critiquer le gars parce que le mec il dit pédophile dans un son. Vous en savez rien, vous n'étiez pas là. Et juste pour ça, vous allez mettre de côté tous vos souvenirs et toutes vos meilleures danses, tu vois. Vous connaissez pas la réalité, tu vois. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je fais attention. Maintenant, il y a des fois où je me suis posé la question, tu vois, à titre individuel, est-ce que je vais pas communiquer de sorte à faire du buzz et tout et tout, et pouvoir, soit pour créer, comment dire, ouais, ces antagonismes. voilà, ces antagonismes, et parce que ça, c'est un business model qui fonctionne super bien, tu vois. Mais je pense que c'est aussi la responsabilité de la personne qui crée le contenu de, à minima, croire en ce qu'elle dit et ne pas simplement dire pour provoquer les gens, tu vois. Parce que je pense qu'en tant que créateur de contenu, on est aussi responsable des personnes qui nous regardent de l'autre côté et il faut apprendre à faire ses classes. Je pense que quand tu deviens créateur de contenu, c'est la même réalité que ce qu'on a pu voir avec beaucoup de stars. C'est que tu as des étoiles filantes et tu as des personnes qui se construisent sur le temps, sur les années, et qu'il faut viser les intérêts composés. Et pour viser les intérêts composés, il faut être authentique, présenter de la valeur, être constant et partager, partager, partager sans attendre un buzz ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je pense qu'au-delà de la responsabilité du créateur de contenu, parce que quand tu vois franchement ce qui est fait sur les réseaux, tu te demandes ce que certains de ces créateurs pensent de cette soi-disant responsabilité. Moi, je pense que c'est plutôt une line individuelle. C'est que je sais que personnellement, je pourrais jouer à ce jeu. Mais ça veut dire assumer ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire assumer ce que cela peut générer, peut impliquer. Et je suis clairement pas prêt là-dessus. Il y a des positions
euh, sans jouer à ce jeu-là, que je peux savoir clivante, que je vais penser. Pas parce que je veux qu'elle soit clivante, mais parce que je sais qu'une grande partie des gens ne pensent pas comme moi sur tel ou tel sujet, tu vois. Ça peut exister. Mais par contre, de me dire, comme tu le disais, de créer un truc à la Hitchens parce que je veux générer du clic, donc provoquer, lui, il le fait, c'est très bien. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'assumerais pas, quoi. Mais je pense que c'est qu'on dit la même chose alors. Parce que 100%, tout le débat 100%. est là. Non, mais Nous, 100%. on n'hésite pas à avoir des débats clivants quand on est sûr de ce qu'on dit et qu'on estime que c'est important de le Bien dire. sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que moi, je disais juste, au-delà de la responsabilité, tu vois, du créateur du contenu, moi, je pense que il faut pouvoir assumer ça, tu vois. Il faut vraiment pouvoir l'assumer, de se dire, OK, ben moi, mon parti pris, c'est d'emmerder les gens et de balancer de la provocation pour de la provocation, tu vois. C'est un parti pris, mais super Un intéressant, mindset. Ouais, super ouais, intéressant ouais. là-dessus. On touche à la fin. Ouais, est-ce que tu as un coup de cœur, toi? Est-ce que j'ai un coup de cœur, moi Putain, j'ai vraiment pas été bon élève. OK. Mais je tiens quand même OK. à m'excuser pour tout, mais depuis tout à l'heure, voilà, c'est lui, il m'a rendu malade la semaine dernière, je suis désolé. D'ailleurs, on dit ça, mais en vrai, on n'en sait rien du tout. Ça se trouve, c'est au concert de Singila. Ah bah voilà, le concert de Singila. Franchement, c'est ça mon coup de cœur. Je suis allé au concert de Singila vendredi dernier au Zénith. Et franchement, ça fait du bien de réécouter ces petits classiques comme ça. Tu sais, on se rend compte qu'en France, en vrai, on a notre petit patrimoine musical. Là, en ce moment, tu sais, c'est Usher qui passe et tout. Mais voilà, Singila, c'est... Il a fait monter les Poetic Lovers, je sais pas si t'as vu. Usher ouais, si, j'ai vu. C'était gars, ça. Incroyable, incroyable. Bah, Singila a fait monter Monsieur Nov et Zao, tu vois. Et voir un Monsieur Nov sur scène qui dit il n'y aurait pas de Monsieur Nov sans Singila, tu vois, ça veut dire quelque chose. Et voilà, Singila, je pense que c'est le grand frère de beaucoup des chanteurs qu'on voit aujourd'hui. Et à l'époque où les chanteurs R&B n'étaient pas à la mode, aujourd'hui, les Dadj, les Taïk, les jouets de filet, tout ce que vous voulez, voilà, on sent que c'est impacté par la plume d'un Singila. Et c'était un bon moment. Voilà mon coup de cœur. Dadj, notamment parce que quand tu écoutes son premier album, je parle de l'écriture, hein. Storytelling, le storytelling, frérot, tu vois. Ouais. C'est évidemment inspiré de Singhi qui a imposé ça. Taïk, son son là, t'avais promis là à l'époque là. Cette façon-là, drame, de rentrer dans des situations profondes et tout, c'est clairement. Le jouet de filet, il a repris Les Misérables aussi à l'époque en version compas. C'est pour ça que je dis ça. J'avais pas suivi. Ouais. Moi, j'ai été voir le spectacle de Malik Bentala. Ouais. Et franchement, c'était ouf. C'était ouf parce que chacun peut juger, tu vois, de la qualité de l'artiste. Voilà, moi, c'est un artiste qui me fait rire, tu vois, dans le vrai sens du terme. Mais je constate aujourd'hui que tu as de plus en plus de place pour des artistes. Alors, je veux pas. Tu as de plus en plus d'artistes dits, ou en tout cas, qui s'engagent. Ouais. Tu vois, parce que tu as eu une longue période où les gens, ils étaient plus ou moins muselés. On en parlait avec Certes. Voilà, exactement, tu vois. Ouais. Les gens étaient plus ou moins muselés parce que, en fait, tu avais un espèce de parcours qu'il fallait suivre, quoi, tu vois. Il fallait que tu te fasses repérer, un jour que tu aies ton spectacle sur TF1 et qu'ensuite tu puisses être bien avec Bolloré pour que Canal+ puisse financer soit les films dans lesquels tu joues, soit en tout cas, tu vois, il y avait un espèce de parcours qui fait que aujourd'hui, tu as tellement de canaux. Le direct to fan aujourd'hui est tellement plus simple qu'à une certaine époque que les gens aujourd'hui se lâchent, tu vois. Et au-delà de sa dimension artistique, j'ai bien aimé qu'il puisse être amené à dire ce qu'il pense, même si je suis pas forcément d'accord avec tout, tu vois. Mais c'est pas le propos, en fait. Le propos, c'est de dire, ça fait du bien d'entendre des gens qui parlent, qui disent ce qu'ils pensent, tu vois. Et en l'occurrence, ça a été son cas. Et surtout, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a une première partie qui est passée ce jour-là. Frérot, il a tordu la salle. Il s'appelle Younes Hanifi, tu vois. Okay. Mais quand je te dis, il a pris la salle, il l'a retourné de l'autre côté, à tel point que le soir même, frérot, j'ai pris des places pour aller le voir dans son spectacle au point virgule. Okay. Tu vois, tellement il a été fort. Donc, ouais, ça a été j'irai voir ailleurs. Ouais. J'irai voir alors. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avant qu'on se quitte. Il doit nous rester 5 minutes, c'est parfait. Spoiler alert. Si tu n'as pas vu Fanon, tu peux arrêter maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé de Fanon, frérot ?
Ah ouais, t'as dit 5 minutes, mais en fait, bon, pour faire, Vraiment, je vais faire qu'on très, en parle là. je vais Ouais. faire très court. Ouais. Euh, Merci à Jean-Claude Barny euh, pour le travail qu'il a fait, à Sébastien Nomo de l'avoir accompagné dans cette aventure et à tous les acteurs et comédiens, Alexandre en tête. C'est un moment suspendu. Je le dis comme je l'ai vécu, hein, parce que c'est tout frais. Tu vois, j'ai été le voir là hier. C'est un moment suspendu. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et quand je dis en savoir plus, c'est que tu sais que moi et la lecture, voilà, on fait 8. Et du coup, au-delà de ses ouvrages, j'ai envie de lire au moins son classique, tu vois. Peau noire, Peau noire, masque blanc, évidemment. Ça m'a donné envie de découvrir ça parce que la partie de la vie qu'a choisi de mettre en image Barny m'a fait comprendre ce qu'il en est de l'engagement de l'homme. Tu vois, parce que tu as des gens qui sont dans une pièce et qui vont écrire. C'est une forme d'engagement. Mais lui, il a pris les armes, tu vois. Déjà parce qu'il a fait la guerre, mais ensuite parce qu'il a rejoint le FLN, tu vois. Et je me dis, quelqu'un qui est engagé, tu vois, en mettant sa vie en péril, ce qu'il a à dire, ça peut forcément qu'être intéressant, tu vois. Et donc, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, et je te laisse la parole, c'est quand j'ai vu l'engagement de l'homme par rapport à la cause algérienne, je me suis dit, mais en fait, imagine ce qu'il a à dire pour la cause des Noirs, en fait, tu vois. Donc, ça m'a donné envie de... C'est fou, hein. D'en savoir plus. C'est frustrant de se dire qu'il est décédé si tôt, tu vois, parce que je pense qu'il sera allé très loin. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'il est allé jusqu'à prendre la nationalité algérienne pour renoncer à sa nationalité française, tu vois. Donc, avoir des personnes avec de si forts, j'allais dire caractère, mais juste des personnes si fortes il y a si longtemps. Et je trouve ça sidérant de voir que des années après, nous, on est pu grandir dans un monde autant décoré, quoi, avec autant d'illusions. Je trouve ça hallucinant. Et en même temps, je trouve ça beau de voir que ces personnes-là, la mémoire de cette personne-là commence à renaître aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Parce que je pense que si on lui avait dit ça à l'époque où il était là en vie, je pense qu'il n'y croirait pas lui-même. Et pour ça, ouais, je félicite Jean-Claude Barny. Je pense que le rythme est vraiment bien trouvé. Moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que ce film-là, c'est un vrai éveil. Je trouve ça incroyable qu'il soit bloqué dans autant de salles en France. Heureusement quand même que le film fonctionne tellement qu'il grossit, qu'il grossit, qu'il grossit. Mais ça en dit long, hein. Je trouve que, tu vois, la France n'est vraiment pas à l'aise avec son histoire coloniale. Ça se reflète encore. Et j'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu comme Trump, quoi. À force de vouloir couvrir le truc, ça devient grossier aux yeux de tout le monde. Et ce que je trouve d'autant plus impressionnant avec cet homme-là, c'est que, et je le disais à Jean-Claude, mais c'est pas juste un activiste, c'est pas juste un poète, c'est un psychiatre qui est sûr de ce qu'il dit, qui a été initié, qui a une vraie spécialité, tu vois, et ça offre une dimension supplémentaire à tout son combat, tu vois. Moi, il y a une chose, et je finirai vraiment là-dessus, qui m'a vraiment, vraiment fait cogiter. C'est la dimension que certains hommes ont eue au travers de cette planète, tu vois, en traversant cette planète, de ne pas être dans le compromis. Là où finalement, tu as une grande majorité de gens pour qui le compromis, tu vois, ça te permet de te cacher, ça te permet d'avancer plus ou moins, tu vois. Et tu en as d'autres qui, au péril de leur vie, sont sans ça. Et je pense que, à titre personnel, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir, tu vois. Là, regarde, on vient de parler des haters, on vient de dire en fait, il faut pouvoir oser dire certaines choses, tu vois. Là où parfois tu te dis, vas-y, laisse tomber parce que je vais avoir un shitstorm, etc. Et on parle juste de quelques commentaires. Là, ces mecs-là, c'était des balles dans la tête, c'était des, tu vois. Et ça fait réfléchir, tu vois. Ça donne envie d'aller plus loin. Même en tant que créateur de contenu, tu vois, des fois, De on malade. bride, parce Bien qu'on sûr. n'ose pas forcément Bien sûr. blesser ou être jugé, etc. Clairement. Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Les amis, vous êtes les meilleurs. C'est pas la première fois que je vous le dis. Vous êtes les meilleurs parce que vous suivez un podcast avec une véritable ambition. Et la force que vous nous donnez de semaine en semaine, c'est incroyable. Merci mon frangin, Merci vraiment, à toi, pour cette aventure parce que
On n'est qu'au début, mais c'est toujours agréable d'avoir à la partager avec toi. Vous êtes les meilleurs parce que de suite, vous allez vous abonner pour ceux qui ne se sont pas abonnés. Vous allez partager pour ceux qui ont trouvé de la valeur dans ce qu'on a été amené à partager avec vous. Je reprends ce verbe-là. Et d'autre part, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un fucking like. Ouais, je suis obligé d'être vulgaire parce que c'est superbement important pour que YouTube puisse reconnaître la qualité de notre travail. Et donc, partager un maximum sur la plateforme ce qu'il en est de ce podcast. Les amis, pour ceux qui ont compris au travers de l'échange qu'on a eu, notamment en préambule avec Loïc, sur tout ce qui tient de la réalité de ce qui se passe sur le plan géopolitique et géoéconomique, c'est maintenant qu'il faut agir. Les marchés sont extrêmement bas. Et dans le secteur dit de la finance, on appelle ça les soldes. La valeur des actions qui sont aujourd'hui sur le marché ne sont pas à leur prix réel. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, à un moment ou un autre, ça remontera. Et quand ça me remontera, tout le monde sera très content d'avoir fait de la plata, de la moula. Donc, prends ton rendez-vous gratuit. Tu tomberas sur moi, sur Loïc ou sur un membre de notre équipe. C'est véritablement pour te donner des insights et te permettre de comprendre un petit peu mieux tout ça. Let's Et puis, go. nous, on se retrouve semaine prochaine. Hein. Semaine prochaine, dimanche, 11h. Let's go. Ciao, ciao. On est ensemble.